Une production de la boîte de prod.ca. Aujourd'hui dans l'Entracte Podcast. Au bureau du DG, joueur autonome de la LNH, qui sont les équipes gagnantes et perdantes? Gab Jasmin nous fait découvrir les plus grands coureurs automobiles de l'histoire. Champlain-Mondou concocte son fameux quiz spécial joueur autonome. Alex Hervé partage avec nous les règles les plus étranges dans le monde du sport. Tommy Brochu nous montre un sport où l'on doit avoir, disons, un gros tronc. Et nous recevons en entrevue cette semaine Yannick Gourde, attaquant du Lightning de Tampa Bay et aussi champion de la Coupe Stanley. Des quatre coins du Québec, voici l'Entracte Podcast sportif, édition du 14 octobre 2020. Bienvenue dans la saison 2, épisode numéro 5. Let's get ready to rumble! Go, 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 go! S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Mental toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Mathieu Belzile-Larocque, Alex Hervé, Champlain-Mondou et Gabriel Jasmin. Des quatre coins du Québec, voici l'Entracte Podcast sportif. Alors que nous avons perdu Kevin. À la seconde où ça commence, on perd Kevin. Oui, bon, OK, on vous ça, Kevin. Comment ça va? Hey, honnêtement, là, le cœur, tu sais, quand le cœur t'arrête, là, honnêtement, l'intro commençait et j'ai juste vu toutes vos faces bugger en même temps. J'ai fait, non, pas encore l'Internet qui bug. Ah, ben oui, ça pouvait pas être nous cinq qui bug en même temps, non, à l'exception de toi, tu sais. Ben non, c'est ça. Mais en tout cas, très heureux d'être avec vous à soir, les boys. Je veux vous saluer. En tout cas, je sais pas si les salutations ont été faites pendant que j'ai Non, du tout, Kevin, t'es arrivé juste au bon moment. Bon, juste à temps, Champlain-Mondou, bien le bonsoir à toi. Bien bonsoir Kevin, comment ça va? Ça va super bien. Toi aussi, je vois dans ton Zoom, zone rouge encore. Clis, on lâche pas. On lâche pas. Qu'est-ce que je te dise? On est encore en zone rouge. Je vois personne, mais tout va bien. Est-ce que t'es heureux, Champlain? Est-ce que t'as du bonheur dans ton cœur? On garde le sourire. C'est ça l'essentiel. Le Canadien fait des gros mouvements, fait qu'au moins je suis occupé. Ah oui! Tommy Brochu, bonsoir. Trop gros, Champlain, des mouvements. Trop gros. Bon, battez-vous! Hey, ça va bien. C'est pas pire. Hein, Champlain, ça va bien? Ça va très bien. Ça va 6 fois 6. On va aller parler à du monde qui sont pas en tabac. Des gens qui sont bien heureux de vivre là, de Drummondville, on vous salue. Gabriel ici présent. Merci Kevin de me présenter en bonne et due forme. Et Alex aussi du côté de Sherbytown. Hey, on est mon vieux. Bonne humeur, écoute, on a de la bière à proximité. Alors, tout est beau. Le podcast de ce soir qui s'annonce chargé et fantastique. D'ailleurs, chin à vous les boys. Chin à vous. Puis, santé, et la bière suivra. J'espère que vous allez bien. Également, on va laisser les gens se connecter tranquillement sur notre page Facebook. Je le rappelle, chaque mercredi soir, on est en direct à compter de 20h. Et également, dans une vingtaine de minutes, on va avoir un invité, Yannick Gourde, qui est champion de la Coupe Stanley et attaquant aussi pour le Lightning de Tampa Bay. Fait que dans à peu près 15-20 minutes, on va pouvoir entendre l'entrevue qu'on a réalisée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Super smart, le gars. Oui, et honnêtement, sérieux, c'est vraiment un bon gars, c'est même bon joueur de hockey, mais je veux dire, super sympathique, le gars super simple, très humble. Hey, ça serait très vendeur de dire que c'est un méga trou de cul puis qu'on leur reçoit une entrevue dans 10 minutes, tu sais. Oui, entrevue de marde. Mais c'est vraiment la prochaine demi-heure. Revenez après. C'est un gentil copain, on vous jure. Contrairement à tout le monde de l'entrée qui est vraiment intéressant. C'est ça. Ou sinon, écoute, je vous l'avais sûrement vu dans l'introduction avant que ça commence. Tommy, juste que tu me donnes un indice parce que je pense que c'est ton tease le plus bizarre depuis le début du podcast. Un sport dont ça nécessite un gros tronc, sérieusement, what the fuck? C'est un gros tronc que ça prend, Kevin Dupont. OK. Gros tronc, c'est tout? Bon tease, fait que c'est tout ce que je dis. Un gros tronc, t'appelles ça un bon tease, toi? Ouais. Une gang de gars pis des gros troncs. On va s'arrêter ici. C'est exactement ça, je vous le jure que c'est ça. J'ai fait une recherche pis tout. Hey, on a hâte de voir ça, c'est effrayant. Mais ça, on s'en rejase à la fin du show, fait que manquez pas ça pour manquer le coin, pour ne pas manquer le coin du brochet. Manquer le coin du brochet pour l'amour. Dans le fond, le coin du gros tronc. Voilà. Voilà. Mais pour l'instant, on va aller tout de suite au bureau du DG, si vous le permettez bien, les boys. Te le permets pas? Ben oui!
Si l'attitude de l'équipe ne change pas, les résultats ne changeront pas. Le club de hockey canadien est fier de sélectionner. Entrez avec nous dans le bureau du DG. Bon, le bureau du DG cette semaine, vous comprendrez que, en fait, depuis vendredi passé, ça bouge pas mal. Dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs autonomes, il y a eu beaucoup de changements d'adresse, là, notamment des gardiens de but. J'ai l'impression qu'il y a comme une dizaine de gardiens de but qui ont changé d'adresse depuis vendredi. C'est pas juste n'importe quel gardien de but en plus. Hein. C'est ça, c'est quand même des gardiens d'équipes qui ont un nouveau gardien de but numéro 1. Genre. Des gardiens de but de premier plan d'ailleurs. Et j'avais le goût de faire ça avec vous, les boys, même également ceux et celles qui nous écoutent via notre Facebook Live. Vous pouvez commenter, savoir si vous êtes d'accord ou peut-être moins d'accord. Les équipes gagnantes et les équipes perdantes suite à la journée des joueurs autonomes puis ceux qui se sont signés également dans les derniers jours. Puis je commencerai par les équipes perdantes. Il y en a deux qui me sont venues en tête. Premièrement, le Lightning de Tampa Bay, malgré ils ont gagné la Coupe Stanley, bien évidemment. Mais l'affaire, c'est qu'un peu comme à l'image des Blackhawks de Chicago il y a plusieurs années, c'est que quand tu gagnes une Coupe Stanley, nécessairement, c'est que tu as plusieurs bons joueurs et ça te coûte cher. Ils ont dû notamment laisser aller Kevin Shattenkirk, un excellent défenseur. Et aussi, il y a comme une problématique qui s'appelle Tyler Johnson, qui ont mis au balotage. Pas son jeu sur la glace. Là. C'est pas, il est pas problématique sur la glace. C'est problématique, son contrat est problématique. C'est ça. Niveau trop cher pour ce qu'il fait. Niveau monétaire, honnêtement, ça va être assez difficile pour le Lightning de Tampa Bay. Puis je fais un tour de table. Champlain, je vais commencer par toi. Le Lightning gagnant ou perdant? Gagnant parce qu'ils ont gagné la Coupe. C'est tout simple que ça. Voilà. L'objectif de la Ligue nationale de hockey, c'est de gagner la Coupe Stanley. Ils l'ont fait. Ça va coûter cher. Mais est-ce que ça nous prouve vraiment, par exemple, juste petite parenthèse rapidement, là, c'est que c'était leur année. Là, c'était là. S'ils la gagnaient pas cette année, il va être encore bon pareil. C'est à dire qu'ils l'ont noté, le Lightning, il y a 4 joueurs qui sont pas touchables. Steven Stamkos en est pas. Exact. C'est vrai. C'est pour ça que Tyler Johnson, il n'y a pas de place. Pointetman, Vasilevski et Kucherov. Exactement. Sergachev aussi. Sergachev a été dans les discussions. Là. Oui, ben Sergachev, son contrat d'ailleurs, il est assigné. Il a raison d'ailleurs. Lui et Anthony Cirelli, si je me trompe pas. Ou je me mêle peut-être avec un autre. Il y a beaucoup de joueurs du Lightning qui se ressemblent. Il est avec restriction, notre ami Sergachev. Oui, d'ailleurs, c'est la raison, en fait, au 1er juillet, du moins, c'est les rumeurs qui mènent ça, qui ont amené, en fait, au Lightning à envoyer Johnson directement au balotage à la place d'essayer encore de le dealer. C'est vraiment qu'ils voulaient mettre de la place sous le plafond pour d'un coup qu'il y ait une offre hostile qui puisse tout de suite faire comme God go. Mm-hmm. Mais personne n'a pris le risque de Tyler Johnson. Donc, Tommy Brochu, gagnant, perdant le Lightning? Le Lightning, je vais dire comme Champlain, il est gagnant. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Puis c'est là qu'on voit aujourd'hui dans le hockey comment c'est difficile d'avoir une dynastie qui, année après année, va lutter pour la Coupe Stanley. On a eu les Penguins de Pittsburgh, on a eu nos amis les Red Wings de Détroit. Les Blackhawks, les Kings en ont fait partie au cours de la dernière décennie en plus. C'est pas une dynastie. J'ai vérifié d'ailleurs. C'est quoi qui qualifie une dynastie, Champlain? Je vais le donner. C'est soit 3 championnats en 3 ans ou 3 en 4. OK, mais 3 en 5, là, franchement, les Blackhawks, c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive. C'est que en plus, ça selon s'étire sur les livres plus de long record, terme. whatever. Oh oui, non, je le sais. Les Blackhawks, très bonne équipe. C'est le plus proche qu'on va avoir d'une dynastie dans la Ligue nationale, selon moi. Avant longtemps, du moins. Mais depuis les Oilers des années 80, il n'y a pas eu de dynastie techniquement dans la Ligue nationale. Parce qu'il y a une grande parité. Puis moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Ben oui, absolument. Si à toutes les années, t'as des équipes différentes qui s'affrontent pour la Coupe Stanley, c'est l'idéal. C'est ça qui va faire vivre ton sport le plus longtemps. Tu sais, si t'as juste un peu comme au football ici, là, par exemple, c'est juste le Rouge et Or qui gagne, mais écoute, c'est plate à regarder. Si la Ligue nationale, c'est comme ça attire pas de fans dans les milieux américains. Et comme là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, 3 gagnants de la Coupe Stanley différents en 3 ans. Oui, mais ça fait du bien, c'est rafraîchissant, tu sais, parce que justement, des fois, on s'attendait, un peu comme au Super Bowl, quand c'était les Pats qui gagnaient tout le temps, c'était moins satisfaisant, mettons. Puis, 3 gagnants de suite que, tu sais, tout le monde a fait comme, il était dû. Ben oui, il la méritait, là, ils l'ont travaillé. Les Capitals, c'est le meme avec Ovechkin tout le temps qui gagnera jamais sa coupe. Les Blues, c'était la première fois tout court. C'est ça. 2021, les Maple Leafs. Le Lightning, même chose, tu sais, avec le même meme qu'Ovechkin, mais avec Stamkos, que tout le monde disait comme Stamkos gagnera jamais une coupe, finalement. Puis ils ont eu pas le blanchissage, mais le balayage l'année d'avant.
Mais Alex et Gab, j'aimerais vous entendre aussi. Ah ben écoute, moi je vais y aller avec gagnant parce que le momentum, parce que ça me rappelle un peu dans le temps des Penguins de Pittsburgh, comme Tommy l'a si bien dit, là, tu sais, t'as tellement d'énergie positive dans ton équipe que pourquoi tu serais pas gagnant avec cette vague-là? Quand tu le sais que t'es pourri puis que tu commences pourri, c'est un peu tannant, là, tu le sais que t'es bon. Fait que, dire, en fait, le Lightning, même, ils ont bien géré dans le sens que s'ils perdent juste Johnson, Shattenkirk, c'est les deux gros morceaux qu'ils perdent, ils sont encore super impressionnants. Ça, c'est clair. Absolument, c'est ça. En fait, l'affaire dans la Ligue nationale aujourd'hui, c'est que si tu fais rien durant la période de l'entre-saison, c'est que tu stagnes, et si tu stagnes, tu régresses. Alors le Lightning a réussi quand même à s'entendre avec des joueurs qu'il fallait qu'ils gardent, et ils ont laissé partir des morceaux, mais il n'y avait pas le choix. Alors tu peux pas considérer cette équipe-là comme perdante en vue de la prochaine saison. Une équipe que je pourrais peut-être qualifier, en tout cas, sérieusement, je suis neutre là-dedans. Vous savez que j'aime les Prédateurs de Nashville. Non, mais... c'est pas vrai. Ah non, arrête ça. Non, mais sérieusement, c'était vraiment dans mes équipes perdantes. Nashville qui a laissé partir. Vous allez me dire, c'est pas tant des gros joueurs, mais c'est quand même ton deuxième puis ton troisième trio que t'as. Ils ont laissé partir Craig Smith du côté de Boston, Michael Granlund qui est encore joueur autonome, Cal Turris qui a signé avec Edmonton et Austin Watson qui ont échangé à Ottawa. C'est quand même ton deuxième trio en Turris, Granlund et Smith que tu n'as plus du tout. Fait qu'imaginez, c'est comme si n'importe quelle équipe avait perdu son deuxième trio one shot. Fait que ça fait mal. Qui est spécial. La fenêtre d'opportunité des Prédateurs, elle s'est passée. C'était contre les Pingouins. C'est vrai qu'ils gagnent là. Parce que t'as ton gardien numéro 1 qui se faisait déjà vieillissant. T'avais déjà des gars qui étaient dans leur prime. Et c'était là où c'était une reconstruction. C'est là qu'on voit que... Mon erreur. Vas-y. C'est là qu'on voit à quel point c'est important de profiter de sa chance quand on l'a. Les Pingouins l'ont fait, malheureusement pas les Preds. Non, c'est vrai. Du côté de Alex et Gab, est-ce que vous pensez Nashville gagnant ou perdant? Ben là, c'est définitivement une équipe perdante là, en prévision. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te permettre de perdre autant de joueurs de qualité là, dans une entre-saison. Je veux dire, le marché fait en sorte avec le plafond salarial que c'est difficile d'aller en chercher d'autres, des joueurs comme ça. Et je pense pas qu'avec les saisons dernières qu'on a connues, on a eu d'assez bons prospects pour prendre le relais immédiatement. Moi, je te dirais, Kevin, vas-y. Ouais, ben en fait, j'allais dire vite, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment été dans la course pour le joueur le plus convoité, Taylor Hall, et qui ont comme perdu, comme dans les dernières équipes, à avoir soumis des offres. J'avais vraiment l'impression qu'ils essaient de se libérer de l'espace sur leur masse salariale pour aller chercher un joueur avec un gros impact financier, chose qui n'est pas faite encore. Vous allez me dire, il reste encore Mike Hoffman dans les tendants, mais c'est pas toutes les équipes qui peuvent se permettre de le signer non plus, Mike Hoffman, avec le plafond salarial. Non, exactement. Puis, tu sais, ils l'ont fait avec Duchesne aussi, les Preds, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, tu sais, est-ce que tu veux baser ton équipe sur un gars à 8 millions? Non, c'est tough. Puis 8 millions, une année. Mais en tout cas, ça veut pas dire qu'il aurait signé ce contrat-là avec les Preds, mais... Je tiens à dire, là, petite parenthèse, parce que je sais que Kevin l'a pas mis dans sa liste de perdants. Là. Je pense que le move de Taylor Hall, c'est le pire move qui a eu lieu depuis le début des signatures. C'est pas ce qu'on avait besoin, pas en tout, du côté des Sabres. Ben, du tout. J'ai vu un tweet que j'ai adoré, quelqu'un qui disait... qui mettait la stat qui disait comme sans Eric Stahl et Matt Duchesne, les Sabres étaient comme 5e pour les buts marqués cette année à 20 points des meneurs, à 20 buts des meneurs. Puis j'étais comme il disait imaginez avec Taylor Hall et Eric Stahl. Non, ils n'ont pas besoin de plus de buts, ils ont besoin de s'en faire pas témoins. Ben c'est ça le problème. 5e goal scorer. Un duo pareil, mettons Jack Eichel et Taylor Hall, c'est la seule affaire que je me dis si ça fonctionne, c'est sûr que ça risque de créer des flamèches. Ben là, c'est surtout sûr. 1 an, 8 millions, j'ai vraiment l'impression que dans le cas de Hall, c'est dit je vais aller avec une équipe que je peux aller mettre avec mettons un bon joueur comme pour se mettre en valeur. Ouais, pour se mettre en valeur, puis après ça, dire le prochain contrat, je vais signer un contrat de 10 millions pour plusieurs années. Apparemment, il voudrait rester à Buffalo, ce que j'ai vu. Ah ouais, hein? En fait, c'est du côté de Buffalo qu'on n'avait pas assez confiance en lui pour lui faire signer le gros contrat en ce moment. Avec raison. Pourquoi n'importe qui voudrait aller à Buffalo, pas juste pour jouer au hockey, c'est juste une plate. Non, c'est la ville. Lui vient de Toronto, Taylor Hall, c'est pas trop loin de Buffalo, je veux dire, c'est quand même la ville la plus proche après. Ben, pour ceux qui nous écoutent, qui l'ont pas vu finalement, les rumeurs que le Canadien était dans la course, c'était complètement faux. Ah non, vraiment pas. Non, on lui avait parlé, mais il n'y a jamais eu une offre qui a été déposée. C'est pareil, on a peut-être des discussions de Bergevin. Bergevin, on le connaît, il est du genre à aller parler avec tous les agents tout le temps. Ben, il a parlé avec l'agent de Taylor Hall parce que c'est le même que Anderson et Domi. Ouais, c'est ça, mais il n'y a jamais eu d'offre qui a été déposée. Donc,
C'est le J'étais magazine, mais il déçu achète pas. qu'on aurait dû. On a parlé du Canadien. Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, justement, dans les équipes gagnantes, je voulais vous amener là. C'est sûr, on veut pas faire non plus les 30 équipes, mais tu sais, un peu faire un survol de tout ça. Dans les équipes gagnantes, j'ai mis les Golden Knights de Vegas. Pourquoi? Alex Pietrangelo, je m'explique, a signé. Lui a passé tout le long de sa carrière avec les Blues de Saint-Louis. Maintenant, va apporter quand même va être un solide pilier du côté de la défensive de Vegas. Par contre, ils ont dû laisser aller Paul Stastny et aussi ont dû échanger Nate Schmidt pour laisser de la place pour un gars comme Pietrangelo qui a signé un contrat de plus de 8 millions par année. Mais je pense que Vegas, dans sa profondeur, dans le genre d'attaque qu'ils ont, peuvent se permettre de remplacer un gars comme Paul Stastny avec d'autres gars sur le même trio comme Pacioretty, les Marchessault, Carlson et compagnie. Mais je pense que oui, ça fait un peu mal à l'attaque, mais du côté de la défensive, honnêtement, c'est vraiment un gros upgrade. Là. Tu mets Pietrangelo et Nate Schmidt un à côté de l'autre, c'est pas le même défenseur du tout. Non, on parlait de fenêtre, elle commence à se réduire, celle des Knights aussi, là, Kev. Pietrangelo, il va falloir qu'il fasse sa marque, moi je pense. Là, c'est clair. Toi, est-ce que tu penses que ça serait gagnant ou perdant, Tom? Ben, tu sais, gagnant-perdant, moi je pense que c'est pas mal neutre en fait. Tu sais, t'as perdu des gros morceaux, t'en as ajouté un gros, ben. Moi je pense que c'est pas du pareil au même. On va voir comment ça va coller cette chimie-là, mais sans être très perdant, ils sont pas très gagnants non plus. Je vais te dire, honnêtement, là, je vais être bien plate. Là. Moi, je suis pas perdant, honnêtement. Ah ouais? Je pense que c'est le premier été, en fait, que Las Vegas sont perdants jusqu'à maintenant. Et pourtant, tous les joueurs veulent jouer pour Vegas, tu sais. Ah ouais, mais ils ont pas de place. Puis justement, je pense que George McPhee, il s'emballe, là. Il est comme, tu veux jouer pour moi? Viens-t'en! Puis il est comme, il n'y a pas de place quand il regarde en arrière dans le van. Puis il est comme, pas de place pour tout! Nate, va-t'en! C'est ça. Oui, c'est pas le même défenseur qu'Alex Pietrangelo, mais je pense que le gap entre les deux, il y a un gap, mais je pense qu'il est pas assez gros pour qu'ils ont littéralement jeté Nate Schmidt à Vancouver là, contre un choix de troisième ronde. Ouais. Puis Paul Stastny aussi, je veux dire, oui, il était peut-être pas là-bas, puis peut-être que lui aussi il avait des discussions comme qu'il voulait retourner à Winnipeg pour peut-être réessayer de compétitionner. Puis Winnipeg, c'est un très bon fit pour eux autres, Paul Stastny. Mais je pense pas que ça valait la peine pour un joueur. Moi, quand je voyais qu'il déplaçait Paul Stastny, il y avait des rumeurs de Nate Schmidt, je suis comme, OK, Fleury aussi, il y avait des rumeurs, je suis comme, OK, ils vont faire une coupe de moves, Vegas, là. Comme ils sortent les vieilles pièces, puis ils ramènent du nouveau truc, puis ils continuent. Tu sais, ils font ça depuis qu'ils sont arrivés dans la ligue, même. Ils draftaient des joueurs, puis ils les échangeaient tout de suite après. C'est ça. On remercie d'ailleurs Nick Suzuki. Ouais, on les remercie. On le salue. Ce qui nous amène, je crois, là, tenez-vous bien. Ceux qui sont là, honnêtement, je pense que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais je pense que le Canadien de Montréal, puis écoute, vous savez mon amour pour le Canadien, je veux dire, c'est comme ci, comme ça. Tu sais, c'est pas mon équipe préférée, mais en même temps, c'est pas une équipe que je déteste. Mais le Canadien de Montréal, je pense que sérieusement, sort grand gagnant de marché des joueurs autonomes. Premièrement, en ayant échangé un gars comme Max Domi, on en parlait la semaine passée contre un gars comme Josh Anderson. Je suis pas tant d'accord avec l'échange, mais dans la manière que le club s'en va, j'ai l'impression que ce gars-là va pouvoir apporter quelque chose. Et aussi, écoute, la signature de Tyler Toffoli, j'étais sûr que quand Hall a signé avec Buffalo, Toffoli s'en allait avec soit Nashville ou Buffalo. Et finalement, signé avec les Canadiens, j'étais comme, wow, c'est quoi, 4,5 millions? Ouais. C'est un contrat, sérieusement, 250, très, très raisonnable pour un gars comme Tyler Toffoli. Vous allez le voir. 4 ans aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu jouer Tyler Toffoli, il a joué avec les Kings de Los Angeles, il a gagné une Coupe Stanley avec eux, puis honnêtement, le gars, c'est un sniper, un attaquant de puissance. Sérieusement, c'est un attaquant super complet. C'est un gars de 25 buts par année. Il a pas juste gagné la Coupe Stanley, il y a la passe sur le but de la Coupe Stanley. C'est lui qui a fait avec Alec Martinez. Il avait ralenti d'ailleurs Tyler Toffoli après ces années-là, comme toutes les Kings. Ben, c'est ça, exact. Mais pour mentionner, sa demi-saison, en fait, c'est comme, je pense qu'il joue 15 matchs avec les Canucks, quelque chose comme ça, avant 10 matchs. Incroyable. Il était inarrêtable. Puis les quelques matchs qu'il a joué en série étaient aussi inarrêtables. C'est sûr que là, il jouait avec des gars comme Elias Pettersson. Nick Suzuki est excellent, mais c'est pas Elias Pettersson. Mais quand même, la signature de Tyler Toffoli est venue de nulle part. Elle m'a jeté à terre. Je l'avais dit à mon coloc la veille, j'avais dit comme Bergeron fait de la bonne job, Anderson c'est bon, Jake Allen pour venir backer Price c'est bon aussi, mais il nous manque, ça aurait été le fun un Hall, juste comme pour un an pour le tester, pour essayer de mettre un sniper avec Suzuki, ça aurait été cool, mais regarde, c'est pas arrivé, c'est pas grave, on passe à autre chose. Le lendemain matin,
bam, Tyler Toffoli, j'étais super content. Super bonne signature. Mais où vous voyez les boys dans la hiérarchie, Toffoli? Est-ce que c'est un gars de premier trio avec Suzuki ou c'est un gars de troisième trio avec un genre de Kotkaniemi? Moi, je vois le Canadien, là. Il y a plusieurs gens qui le disent, là, mais le Canadien, puis je l'expliquais un peu aussi dans je sais pas si c'était avec vous, avec d'autres amis, que je l'expliquais aussi là, hors d'onde. Le Canadien, dans le fond, s'est rendu compte qu'avoir un scoreur de comme 50, 40, 60 buts, ça se fait pas, ça se trouve pas sur un coin de rue. Faut que tu le repêches. Puis le Canadien a pas réussi à repêcher les joueurs comme ça. Fait qu'à la place, il a juste dit, regarde, on va juste signer plein de scoreurs de 20 buts. Le nombre de joueurs du Canadien qui ont le potentiel de scorer entre 20 et 30 buts la saison prochaine est tellement haut. Et je me dis que le Canadien, c'est pas une équipe avec 1, 2, 3, 4 trios. Je pense que c'est 3 deuxièmes trios puis un 4e trio. Ben oui, puis t'as quoi? T'as 8 gars qui sont capables de scorer 20 buts, là? Potentiel. Qui l'ont déjà fait, ouais. Qui l'ont déjà fait. Sauf qu'on rajoute un Kotkaniemi puis un Suzuki là-dedans qui aussi ont full le potentiel. C'est ça. Puis qui joue avec des bons alliés, tu sais, de base. Puis c'est Toffoli ou Anderson qui disait ça. C'est Toffoli qui disait, moi j'ai vu la ligne de centre des Canadiens, puis j'ai eu le goût d'aller avec eux autres, d'aller dans un gros marché de hockey. C'est hot, là, pour une fois, Colin. C'est ça pour une fois. Exact. Hey, ça fait longtemps. Hey, puis tu sais, tu parles des marqueurs de 20 buts. Moi, j'ai d'autres arguments pour toi, mon cher Champ. Anderson, 6 pieds 3. Edmondson, CC4. Toffoli, 6 pieds. Weber, CC4. Chariot, CC3. Hey, ils font deux fois ma taille. On s'est grandi. Hey. On va mettre un Kotkaniemi, CC3 aussi. Ouais. Il pèse à peu près 102 livres, là. Mais. Non, il rentre du coffre. Il est bras à Bergevin, ça. Oui, c'est vrai. C'est une raison qui frappe plus, mais ça va être difficile de jouer contre le Canadien de Montréal. J'ai l'impression que ce soit dans le coin des Canadiens, dans le coin de l'autre équipe, ça va être difficile de sortir avec la question. En série, c'est encore plus important parce que tu vas épuiser l'adversaire, comme le dit Gab. Puis la question que je veux poser à Alex Harvey, là, oui, vas-y. Parce que après, Alex, tu comprendras que toi, moi et Gab, on s'effacera, mais il y a eu une grosse nouvelle aujourd'hui. Pour venir compléter l'alignement du Canadien, depuis plusieurs années, Brendan Gallagher était avec l'alignement. Et là, a signé un énorme contrat. Je veux savoir, Alex, est-ce que tu aimerais t'acheter un chandail de Brendan Gallagher? À moitié prix? Écoute, peut-être. Pourquoi pas l'afficher ici? Sinon, c'était pas lui qui avait un burger au McDo aussi, là, ils l'ont tout tué. Oui, exact. Très déçu de la perte de ce burger. À part ça, écoute, il arrivera ce qui arrivera, comme on dit en Acadie. Allez. Ils vont peut-être signer le burger pour 6 ans aussi. Là, c'est ça. Peut-être qu'il va bien jouer, le burger, on sait pas. Gallagher le mérite son 6.5 burger. Ce que je voulais savoir aussi, là, c'est justement, avec un gars comme Brendan Gallagher, que depuis comme les 48 dernières heures, on se crée dans genre une espèce de télé-réalité où est-ce que Gallagher s'en va à Vancouver? Est-ce que là, il s'en va? Il y a plus de contrat? Qu'est-ce qui se passe? Les rumeurs, là, pour vrai. Là. Finalement, il signe. Est-ce que vous pensez qu'il mérite ce contrat-là avec cet argent-là? Je vais commencer par Champlain, tiens. Merci beaucoup, Kevin. Oui, il mérite. Je vais être d'accord en disant que c'est un long contrat, peut-être qu'il est dans 4-5 ans. Ça se peut que ce soit un contrat qu'on se dise comme ça aurait été le fun de le signer pour un peu moins. Finalement, on aimerait peut-être se débarrasser de ce contrat-là. Mais pour le moment, pour ce qui a amené, c'est pas juste pour ce qu'il va donner, mais aussi pour ce qu'il amène depuis qu'il est avec le Canadien. C'est ça. Lui, quand il a signé son contrat de celui de 3.7 150, qui finit comme là, il a pris un pay cut, plus ou moins parce qu'il méritait plus d'argent, mais il voulait jouer avec ce club-là. Il l'a pris, là, il se fait récompenser pour ça. Je pense que la seule affaire qui arrive, c'est que je pense que justement avec les signatures de Toffoli et de Josh Anderson, je pense que Brendan Gallagher va prendre un rôle moins important avec les Canadiens l'année prochaine. Parce que justement, l'équipe va devenir un club un peu plus gros. Mais je pense que pour ce qu'il amène dans le club, pour la personne qui est Brendan Gallagher, c'est 6,5 millions, c'est bien correct. J'enlève la laisse à Tommy Brochu. Oh mon Dieu, il va nous sauter dessus, faites attention. Vas-y, Tommy, tu semblais contre cette signature-là. Ben, contre cette signature. Tu peux pas être contre Brendan Gallagher. Mais non. Gallagher, c'est un petit joueur. Il est bon, puis on aime ça le voir devant le net, puis il brasse, puis on l'aime avec son sourire, il est baveux, puis il se casse la marboulette, il se relève, il s'en va au banc. Mais 6,5, c'est énormément d'argent pour un méchant bout, pour un joueur qui est quand même régulièrement blessé. C'est plate, là. C'est plate. J'aime pas ça dire ça, mais je trouve ça cher pour un gars qui amène de l'énergie, puis un gars qui a peut-être un peu moins de talent, oui, qui est capable d'en scorer des buts, mais un gars, comme le dit Champlain, j'ai l'impression qu'on va trouver ce contrat-là long. Tu l'aurais signé à combien, mettons, Gallagher? Puis c'est encore difficile à dire, Kevin, parce qu'on sait pas ce 6,5 millions en moyenne-là est réparti comment, en fait. On sait pas, là, tu sais, comme le contrat de Weber, je pense qu'à la fin, là, il est 1 million, là.
on sait pas comment c'est En réparti. fait, il y a 5 millions par saison que c'est juste des compresses d'eau froide pour quand ils se blessent. Le reste, c'est un frais de salaire du Dr. Mulder. Ouais, c'est ça. Oh! Et de dentiste, on a vu avec sa mâchoire. Mais tu sais, j'aime pas ça de dire ça, puis je sais que c'est critiqué de dire ça, mais mettons qu'on laisse le cœur de côté, cette signature-là, est-ce qu'elle est si bonne que ça pour le Canadien? Ben, c'est un nom connu. Moi, je vais te faire un comparatif, là. Chris Kreider. Ouais. Chris Kreider a signé le même contrat, mais à 1 an de plus. Il a signé 7 ans, 6,5. Il est cher, Kreider. Je pense pas, moi. Moi, je pense que les Rangers sont très contents avec ce contrat-là, puis je pense que le Canadien aussi va être très content avec ce contrat-là. Tu veux pas avoir... Kreider a plus de talent que Gallagher. Oui, je suis d'accord. Mais si tu le compares, par exemple, tu regardes les gros canons de la Ligue, là, sont payés quoi? Des 12 millions, 13 millions. Gallagher, à 6,5, là, il fait pas peur à personne, là. Je veux dire, il est correct dans cette moitié de braquette de prix, là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et avec Jonathan Drouin, qui est 5,5, est-tu 5,5? Il me semble qu'il est 5,5. Ouais. Je veux dire, c'est juste 1 million de plus que Drouin. Puis pour service rendu, Gallagher, je veux dire, déjà, non seulement au niveau du cœur à l'ouvrage, mais au niveau des statistiques, c'est plus reluisant que Drouin et son 5,5. Il faut le dire, Gallagher, l'année passée, en 59 matchs, 43 points. Oui, c'est pas mauvais, là. C'est vraiment pas mauvais. Il pourra pas mener ce rythme-là avec le style de jeu qu'il a jusqu'à 34. Je suis pas d'accord, je pense. Vraiment pas. Au contraire, c'est le genre de gars. On le dit tout le temps, Gallagher, il se casse ses goals en se mettant en avant du net puis en se tenant de main. Ben oui, puis à toutes les fois qu'il score un but, il se fait mal aussi, tu sais. Mais il se relève toujours, par exemple. Puis je peux vous garantir que Gallagher, là, dans 6 ans, là, à la fin de son contrat, va encore jouer pour le Canadien de Montréal. Peu importe comment il est, il va y manquer une jambe peut-être, mais il va jouer encore. Je l'espère. Puis Gab, tu sais, Jonathan Drouin, là, c'est censé être le gars le plus talentueux de ce club-là. Là. Fait que là, c'est plus lui, mais. C'est censé être le gars le plus talentueux de ce club-là, Jonathan Drouin. Je t'ai dit que c'est Nick Suzuki. Ben oui, c'est clair, mais. On peut se là-dessus, mais ouais, continuons. Mais en tout cas, tu payes ton gars qui se met en avant du net 1 million de plus que le gars qui est censé se avec tes buts. Ben oui, parce que justement, il se met en avant du net, puis lui, il a pas peur, puis il se couche en avant du goal, puis c'est lui qui en fin de game 7, mettons, en série, c'est lui qui tu veux. J'espère. Tu veux pas contre toi. J'espère que Gallagher. J'espère qu'il va me faire mentir parce que je l'aime beaucoup, Gallagher. Il était écœurant, Gallagher. Ouais, mais moi, en chien. Je trouve que le contrat est long, c'est tout. C'est vrai. Puis en tout cas. J'ai mentionné en terminant, juste avec le contrat d'Anderson, le Canadien ne pouvait pas le signer plus bas qu'Anderson. Ben, c'est ça. C'est vrai. Dossier clos, les boys. Voilà. Pour le reste, c'est un plaisir. Je soulève une question juste comme ça avant de partir, puis je veux même pas de réponse, là. Mais quand on va signer, mettons, un juste contrat, Nick Suzuki et Kotkaniemi, où va-t-on prendre l'argent? C'est des contrats d'entrée, on verra. Dans les hot dogs du Centre Bell. S'il y a des partisans. Voilà. Le Canadien a un club très flexible l'année prochaine. Je finis ça comme ça. Oui, tout le monde peut s'en aller. On verra. À la semaine prochaine. Calmez-vous. C'est un autre chapitre à suivre. Merci beaucoup, les boys. Merci également à tous ceux qui nous écoutent via notre Facebook Live. Je vous salue. Également, manquez pas je vous dirais, après l'entrevue, en fait, dans à peu près 25-30 minutes. Dans 60 à 20 ans ouvrables. dans 5-16 ans, il va y avoir Gab Jasmin. Tu vas nous parler des plus grands coureurs automobiles, Gab? Oui, absolument. Les pilotes qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. Soyez là. Il y a 3 noms que vous connaissez très bien. 3 pionniers. 3 vrais. 3 pionniers. Mais pour l'instant, on va aller voir l'entrevue qu'on a réalisée cet après-midi avec le champion de la Coupe Stanley et l'attaquant du Lightning de Tampa Bay. Yannick Gourde, on peut écouter à l'instant. Alors, ce mercredi 14 octobre, on est très heureux de recevoir le dernier gagnant de la Coupe Stanley, également attaquant du Lightning de Tampa Bay. Yannick Gourde, salut! Salut, ça va bien? Super bien, merci d'être avec nous ce soir. On est super content que tu sois là. Tu t'es remis un peu de tes émotions de la Coupe Stanley. Effectivement, non, c'est des moments assez spéciaux qu'on a vécu là. Puis ça, on va avoir la chance justement d'en parler dans les prochaines minutes également justement de cette conquête de la Coupe Stanley-là par le Lightning de Tampa Bay. Je veux revenir aussi parce que je sais que c'est pas la première fois que sûrement que tu t'es fait poser ce genre de questions-là, mais un peu sur ton parcours, tant au rang mineur que semi-professionnel également. T'es un gars qui a grandi à Saint-Narcisse de Beau-Rivage dans Chaudière-Appalaches et tu t'es rendu justement dans des camps double lettre. Et au niveau Midget 3A, je disais dernièrement que tu avais fait 3 camps d'entraînement pour les commandeurs de Lévis, mais à un certain moment, il y a eu comme un appel qui a comme changé un peu la donne puis qu'on t'a laissé ta première chance. Hein.
Ouais, ben finalement, là, tu me dis 3, mais ça se peut. Finalement, j'ai été à Jonquière. Il y a une année, la dernière année, le bassin de population est plus grand à Lévis, fait que faut qu'ils protègent un certain nombre de joueurs, puis j'avais pas été protégé, donc Jonquière m'avait repêché. C'est la seule et unique fois que je me suis fait repêcher dans ma carrière dans une espèce de protège. Fallait protéger les joueurs, donc c'est ça. Fait que Jonquière, j'allais jouer à Jonquière pour une année midget 3, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été vraiment plaisant. Ben c'est clair, puis même écoute, Tommy tu vois, puis moi on a eu la chance de décrire quelques matchs des élites de Jonquière après ton passage. Mais ça a été comment justement cette saison-là avec les élites de Jonquière? Qu'est-ce que ça a changé par la suite pour toi? Ben ça m'a donné une opportunité de jouer midget 3. J'avais pas eu cette opportunité-là. J'ai grandi en tant que joueur, j'ai grandi en tant que personne. Je pense que j'étais allé en pension, c'est la première fois qu'on quitte la maison. C'est des gros changements quand même à cet âge-là. Puis c'est ça là. Puis durant l'année, Victoriaville m'avait appelé pour jouer 1-2 matchs durant la saison, puis il m'avait demandé d'aller finir la saison là-bas une fois que avec Jonquière on avait été éliminé. Fait que ça m'a vraiment permis d'utiliser le midget 3 comme un tremplin vers le junior majeur. Et déjà très jeune, il a fallu que tu t'adaptes, il a fallu que tu fasses face à l'adversité. Ça t'a-tu moulé en tant que joueur, tu sais, au niveau du mental, là, à quel point c'était tough de faire des camps d'entraînement, finalement être coupé puis aller à l'autre bout de la province, là? Ouais, non, mais oui, ça m'a probablement moulé en tant que joueur parce que tu sais, je suis un joueur de caractère, je suis un joueur qui lâche pas, qui donne tout ce qu'il y a sur la glace. Puis c'est un petit peu la façon. Tu sais, je voulais jouer le midget 3, je trouvais que c'était une belle ligue, je trouvais que c'était un bel accomplissement d'atteindre le midget 3. Considérant que je viens d'un petit village, puis il y a pas beaucoup de joueurs de par chez nous qui ont joué dans cette ligue-là. Fait que je trouvais que c'était une belle opportunité pour moi de jouer dans une ligue d'un bon calibre. Puis effectivement, toutes ces adversités-là m'ont formé un petit peu le joueur que je suis aujourd'hui, là. Puis même tu parles de quelques matchs avec les Tigres de Victoriaville qui t'ont jamais repêché. C'est vraiment une invitation qu'ils t'ont faite. Et 3 ans plus tard, explique-nous comment ça s'est passé d'un gars qui se fait inviter quelques matchs à un gars qui a sa 3e année junior, fait 124 points. C'est complètement... C'est impressionnant. Bonne question. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais tu sais, j'apprends... Année après année, j'apprenais, je prenais des steps dans la bonne direction. Je devenais meilleur, je devenais plus fort physiquement. Puis j'avais plus de confiance. L'entraîneur me donnait plus de confiance, un plus grand rôle. Donc tu sais, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai peut-être explosé à ma dernière saison dans le junior majeur. Puis tu sais, j'ai aussi joué avec des excellents joueurs. Brandon Hines, il scorait des buts à pelleter pendant toutes ces années juniors. Puis Philippe Maillet, qui est rendu avec l'organisation de Washington, qui va probablement avoir sa chance très prochainement, peut-être à jouer des games dans la Ligue nationale. Puis tu sais, donc je jouais avec mon trio, tu sais, ça fonctionnait super bien là, tu sais. On l'a dit, Yanni, t'as pas été repêché. Tu sais, il y a des bons joueurs, j'en connais, que eux autres sont tout le temps les meilleurs de la ligue, sont tout le temps, tu sais, les plus hauts, tout ça. Ils tiennent pour acquis qu'ils sont bons. As-tu déjà tenu quelque chose pour acquis? Tu sais, je veux dire, c'est parce que tu tenais pas rien pour acquis que finalement, tu sais, t'as réussi à te défoncer puis à te rendre dans la Ligue nationale et gagner la coupe? J'aime ça, ce que tu dis. Mon parcours est très, très différent d'un parcours standard. Fait que tu sais, comme je l'ai mentionné plus tôt, là, tu sais, c'est toutes ces petites adversités-là, ces petits obstacles-là que j'ai surmontés qui ont fait que j'ai été, tu sais, que je me suis rendu où que je suis aujourd'hui, puis la Ligue nationale, puis tu sais, j'apprécie chaque moment là, c'est vraiment exceptionnel là, ce qu'on a pu vivre là. Puis tu parles justement de moments exceptionnels, mais avant de te rendre là,
quand même pas mal de marches à monter. Tu sais, nous, personnellement, on s'est pas rendu, je veux dire, jusque-là. Puis il a fallu que, tu sais, même pour certains joueurs, on dit la marche est haute entre le midget 3 et le junior majeur. Ça l'est aussi entre la Q et la NHL. D'ailleurs, tu as passé plusieurs années justement dans la East Coast, dans les clubs écoles du côté de la AHL. Comment ça se passe justement dans ce niveau-là qu'on connaît peut-être un peu moins les joueurs? Le niveau, c'est très bon, j'imagine. Ouais, après mon année junior, tu sais, j'ai eu l'opportunité d'aller jouer avec Worcester Sharks pour 4 matchs à la fin de la saison. Vu qu'on avait eu une élimination très tôt en séries éliminatoires avec Victo. Puis ça a super bien été, fait qu'ils m'ont donné un contrat. Fait que c'est vraiment quand même un gros step là, de tomber dans la Ligue américaine. Les gars, c'est des hommes, tu sais. On s'entend que j'ai jamais été un gros bonhomme, mais tu sais, surtout mes premières années dans la Ligue américaine, il y avait beaucoup de tough. Il y avait 3-4 toughs par équipe. Tu sais, c'était vraiment spécial comme. Tu sais, c'est pas le jeu aussi rapide qu'aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai essayé d'apprendre de cette façon-là, utiliser. Essayer d'être plus fort physiquement, puis grandir année après année, sauf que j'ai eu des rebondissements, j'ai été dans l'East Coast. Puis la East Coast, c'est vraiment une bonne ligue. C'est vraiment c'est différent. C'est une version du junior, mais un petit peu au niveau de talent, là, il y a beaucoup de risques dans le jeu. C'est-à-dire, genre, offensivement, les gars, ça triche offensivement, ça veut marquer des buts. Et quand je suis arrivé là, puis, je suis quand même un joueur qui joue des deux côtés de la patinoire. C'était un petit peu différent pour moi de voir que tout le monde était un peu partout, ça trichait, puis là, j'étais là, il me semble que c'était pas de même dans la Ligue américaine, puis la East Coast, c'est un petit peu comme ça, mais il y a beaucoup de joueurs talentueux dans cette ligue-là, là. Là, finalement, tu parlais de la Ligue américaine, c'est ça. Vous avez des belles années avec le Crunch là, avant que finalement tu montes dans la Ligue nationale. Puis il y a une couple des gars avec qui tu jouais avec le Crunch qui ont monté avec toi avec le Lightning. Comment on arrive avec ce club-là? Puis tu sais, on a déjà vécu des épreuves avec ces coéquipiers-là, notamment John Cooper, si je me souviens bien. John, je l'ai jamais eu dans la Ligue américaine. Ah non, c'est mon erreur. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. De passer de la Ligue américaine à la Ligue nationale, c'est vraiment un gros step. La première fois, mes premiers matchs en Ligue nationale, c'était, je pense que c'était à date de fight, mais je sais pas si c'est 24 ans ou 25 ans. Puis j'ai joué à Toronto. Puis tu sais, c'était fou comme match. C'est spécial jouer un premier match en Ligue nationale. Tu sais jamais si tu vas remettre les patins dans la Ligue nationale. C'est des moments que j'oublierai jamais. J'ai eu la chance de jouer en avant de ma famille, de ma conjointe, puis ma mère, puis mes deux frères sont montés à Toronto. La journée d'une tempête, c'était free for all là, pour monter. T'sais, on savait même pas que j'allais jouer avant le matin de la game. Fait que tu sais, beaucoup de choses qui avait beaucoup de préparation pour eux autres pour figure out une façon de monter. Puis finalement, ils ont assisté au match. Puis c'était vraiment un moment exceptionnel. Mais tu sais, on voyait que dans mon premier call-up, mes deux premiers matchs, que j'étais pas nécessairement prêt à la Ligue nationale. Tu sais, j'avais eu des bonnes saisons dans la Ligue américaine, mais mon exécution n'était pas là encore. Puis, je pense un gros aspect, c'était ma confiance. J'étais intimidé par tous les joueurs. Tu sais, c'est intimidant la Ligue nationale. Et les joueurs comme Steven Stamkos, c'est pas nécessairement qui est intimidant, c'est juste que son statut, il fait que c'est une personne, tu sais, que c'est intimidant de jouer avec un joueur comme ça. Tu te dis, qu'est-ce que je fais dans le même locker room que lui? T'es assis à côté de des joueurs comme ça, Palat, Johnson, qui avait des saisons incroyables, Kucherov. Là, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ces joueurs-là? Puis tu te dis, fait que tu joues pas vraiment, tu regardes plus, tu veux pas t'impliquer trop, mais une fois que ces deux matchs-là ont passé, je pense, mon deuxième call-up, ça a pris une autre année complet. Puis, ce call-up-là, j'ai dit, gars, vienne que pourra, je joue, je vais montrer c'est qui Yannick Gourde. Puis c'est la seule façon que je peux rester dans l'alignement, que je peux rester dans le national. Puis c'est un petit peu ça que j'ai fait. Je pense pas que j'ai redescendu dans la Ligue américaine après ça, à part quand
le Lightning était éliminé, puis je suis allé finir les séries éliminatoires avec le Crunch. Donc, c'est un petit peu cette façon-là, cette optique-là que je suis allé sur ce call-up-là, puis tu sais, ça a vraiment débloqué comparativement au premier, là, tu sais, que t'es plus un peu en retrait, tu regardes qu'est-ce qui se passe, tu veux pas faire d'erreur, tu veux pas... faut que t'attaques. C'est un challenge, faut que tu l'attaques, puis je pense que c'est un petit peu cette façon-là que je l'ai approché. C'est ce deuxième call-up-là que tu te dis, OK, je suis un joueur du Lightning, là, ce chandail-là, il est à moi, c'est mon numéro. Là. Y a-tu un moment que tu dis ça, que tu assumes que tu es un joueur du Lightning, là, tu sais? Je sais pas s'il y a un moment que tu te le dis, parce que même aujourd'hui, c'est encore un rêve qui, tu sais, on dirait que ça fait pas de sens que Yannick Gourde joue dans la Ligue nationale puis il porte le numéro 37 du Lightning de Tampa Bay. Tu sais, pour moi, là, j'étais encore sur un nuage. Tu sais, je l'apprécie, c'est vraiment spécial. Mais tu sais, jouer dans la Ligue nationale, je pensais pas un jour faire ça, puis tu sais, gagner une Coupe Stanley, puis tu sais, avec tout ce qui s'est passé, là, tu sais, c'est vraiment spécial. Fait que tu sais, c'est dur à répondre comme question, mais je pense pas qu'il y a un moment que tu dis bon, j'ai réussi, tu sais, je peux m'assurer puis avoir, tu sais, prendre relaxer un petit peu. Là. Il n'y a jamais de moment que moi, personnellement, je fais ça parce que il y a tellement de talent. Il y a tellement de talent qui pousse. Puis, tu sais, on regarde les drafts, puis tu le vois, les jeunes sont tellement talentueux. C'est impressionnant. Ils arrivent au camp d'entraînement, tu te dis wow, j'ai jamais pensé faire un move de même dans ma vie. Puis les autres, ils font ça en répétition. Puis t'es là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je joue dans la Ligue nationale steady, puis je suis loin de faire ça. Là, je connais ma boîte, là. Je connais ma boîte qui est carrée, puis j'essaie de rester dedans. Là, je peux pas trop sortir. Là. On voulait parler peut-être de séries éliminatoires, parce qu'évidemment, tu as une popée run avec le Lightning dernièrement. Un match qui était, ça a commencé assez intense pour vous autres avec Columbus, un match en 5e overtime, si je ne me trompe pas, c'est ça, 5e prolongation. Comment qu'on gère ça, un match en 5e prolongation? Honnêtement, là, c'est un des matchs les plus fun que j'ai joué dans ma vie. Ah ouais? C'était tellement le fun, c'était tellement intense. Puis tu sais, on sait toute l'histoire entre nous et le Columbus de l'année précédente. C'était un gros match pour nous. On voulait sortir, on voulait gagner ce match-là. Puis tu sais, parce que tu sais, c'était une autre bête noire, puis tu sais, on était quand même stressés des affronter, je le cacherai pas là. Fait que tu sais, ce match-là, là, c'était tellement intense, c'était tellement le fun, c'était physique, le jeu était fermé, mais j'ai tellement eu de plaisir à le jouer. Tu sais, on s'entend qu'entre les périodes, les gars nous envoyaient des jus d'électrolytes, des ci, des ça, de manger. Il y en avait sur les IV, c'était plugué sur le soluté. Tu sais, fait que c'est vraiment, là, ça va vite. Puis en plus, entre les périodes overtime, t'as moins de temps un petit peu. Parce qu'ils veulent que ça l'enchaîne. Fait que là, nous autres, on est dans la chambre, mais ça va encore plus vite. Là. Tu fais ta même routine, mais là, t'es brûlé. Rien qu'à faire ta routine, t'es soufflé. Mais à la fin, les gars crampaient. Il y avait du jus de cornichon, justement, sur le banc. Mais dans tout cas, c'était fou. Là. C'était vraiment spécial. C'était tellement un relief. Là. Ça a tellement fait du bien de gagner ce match-là. Là. Ouais, pas le même souvenir si le but va de l'autre bord. Hein. Exactement. Tu sais, on avait combien? Les shots? 90 shots? Oui. Quelque chose comme ça. Puis tu le sais jamais, là, ça prend un shot. Eux autres, ils devaient en avoir 45. Là, ça prend un shot pour l'autre équipe de scorer. Fait que peu importe. Tu le sais jamais, là. Vas-y, il devait être froid dans son net, là, non, c'était tellement spécial, c'était tellement le fun, c'était tellement le fun de partir comme ça. Là. C'est sûr que je te dirais que Boston qui joue après nous autres devait pas être trop content. Non. Il y avait une coupe de kills, ça a ralenti un petit peu le processus pour les journées qui suivaient, là, mais c'était exceptionnel, c'était le fun. Sens-tu que ça a été clutch dans les séries, ça, cette année? Sens-tu que ça a changé quelque chose pour la suite des choses? Que vous avez gagné ce match-là en 5e prolongation, puis qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour la suite? Ah, vraiment. Je pense que c'était vraiment un gros match pour nous. Puis ça a vraiment, le momentum a vraiment, on a vraiment carry le momentum avec ce match-là.
Puis ça nous a vraiment donné des ailes. Puis on a été clutch là, en playoff. Là. On a été dans les overtime. Là, on a perdu quoi? Une ou deux overtime, puis on a gagné 6 peut-être. Fait que tu sais, on a vraiment été bon là en overtime. Puis on a vraiment mis l'emphase sur défensif, tu sais, un petit peu plus défensif en séries éliminatoires, puis ça a vraiment porté fruit. Puis tu sais, on avait notre gros trio qui était exceptionnel, c'était incroyable de les voir aller. C'est pas un meilleur trio dans la ligue en séries éliminatoires. Fait que tu sais, c'était en sachant que notre premier trio allait quasiment marquer un but ou 2 par match, les autres trios, on avait un petit peu moins de pression. On n'avait pas besoin de forcer trop la game. On jouait dans notre rôle, puis on essayait d'être fatigant. Personnellement, notre trio, on essayait d'être d'en face à tout le monde, puis d'être vraiment fatigant. Puis c'est comme ça un petit peu qu'on avait du succès. Là. Nos 4 trios avaient vraiment une identité, un rôle spécifique, puis on jouait avec ça. Là. Puis on a vu justement le succès du Lightning sur la glace pendant les derniers mois. On voyait qu'il y avait une chimie qui était installée, même qui était installée avant les séries, mais hors glace, dans la bulle du Lightning, comment ça se passait? Comment vous réussissiez à créer ce succès-là hors glace pour le transporter sur la glace? On est vraiment un groupe de gars qui était vraiment tight. Là. On était vraiment serrés. Tout le monde hang out tout le temps together. On jouait aux cartes, on allait souper, on a tout le temps des team dinners, on avait tout le temps, tout est fait en équipe. Puis vraiment là, ça montrait sur la glace comment qu'on était proche. Puis une situation comme ça, c'est dur pour les gars, c'est dur physiquement, c'est dur pour mentalement. Tout le monde est dans le même bateau, on est tous loin de notre famille. Fait que notre famille, c'était les gars, nos teammates. Fait que on s'est vraiment rapprochés. Puis je pense que ça a vraiment fait du bien, puis ça a vraiment montré vraiment une autre facette peut-être du Lightning qu'on est moins habitué de voir. Puis tu sais, les gars les gars se défendaient, on était sur la glace, ça brassait, on répondait, puis il n'y avait pas de problème avec ça. Puis tu sais, il y a des gros gars qui ont steppé up. Fait que tu sais, on était vraiment tellement proches que ça a vraiment porté fruit là. Puis toi, Yannick Gourde, comment t'as vécu la bulle? Tu sais, la première semaine, il doit avoir un hype, mais à la fin, quand t'es sur le bord de gagner la Coupe Stanley, là, tu dois avoir hâte d'avoir ta fille. Puis tu sais, comment t'as vécu ça, toi? C'est tellement différent, c'est tellement dur mentalement. Puis tu sais, il y a pas... c'est dur à expliquer au début, là, c'est tellement le fun, c'est excitant, tu rejoues au hockey, ça fait 4-5 mois qu'on joue pas, on joue des meaningful games, des games qui veulent dire quelque chose, qui sont importantes, t'es dedans, c'est facile, l'énergie vient tout seul, mais plus que ça avance, première ronde, ça allait super bien, deuxième ronde, on se dit on gagne, c'est contre Boston, une grosse rivalité, on s'en va à Edmonton, t'es encore dedans, t'arrives à Edmonton, puis là, c'était là. Là, tu vois que la bubble à Edmonton est pas mal moins haute qu'elle à Toronto. Là, on se dit, Seigneur, on est ici pour encore un mois. Là, là on joue contre, ça devient de plus en plus lourd. Là, c'est la même routine à chaque jour. On joue 2 jours, tu prends la même marche pour t'en aller à l'aréna, c'est les mêmes meetings, c'est les mêmes pre-game meals, c'est les mêmes les mêmes journées que tu vis tout le temps, même si c'est la game 1, la game 6, c'est la même chose. C'est vraiment, mentalement, ça venait un petit peu plus dur. L'énergie que j'avais pour hype top le banc, là, c'était moins naturel. Au début, c'était tellement naturel. Tu cheer les gars on. Il y a tout le temps l'énergie sur le banc, c'est facile, c'est excitant. À la fin, puis les games étaient encore plus importantes parce que tu joues pour le Stanley Cup ou le Conference Final. Puis c'était plus dur d'amener de l'énergie parce qu'on était comme fatigué de le faire. C'était la même chose qu'on faisait jour après jour. Fait que c'était... je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé de ça, mais moi, personnellement, c'était ça mon aspect un petit peu plus difficile dans la bulle. C'est que moi, je suis un joueur d'énergie. Faut que j'amène l'énergie. Le banc, faut que j'amène l'énergie au banc. Faut que je cheer les gars on.
Fait que, tu sais, c'était comme plus difficile de le faire un petit peu match après match, là. Puis comment tu le faisais? Je sais pas si ça fait du sens, là, comment vous... Oui, vraiment, parce que, tu sais, c'est naturel au début, t'arrives, t'es hype, à la fin, ça fait longtemps que t'as pas vu ta famille, tu t'en vas dans l'Ouest, c'est moins naturel, mais il faut quand même que tu trouves le moyen, là, tu sais, il y avait André Roy qui était bien bon pour ça. Toi, comment tu fais pour dire, OK, regarde, je vois que les gars sont morts un peu, là, faut remettre le feu là-dedans, là. Souvent, c'est parce que d'un match avec des fans, tu vas faire un gros chiffre. Là, les fans, ils pick up, tout le monde se lève, le momentum, il y a swing, tout le monde est hype de ton bord, tout le monde est excité. Bon, là, c'est pas mal plus facile. Là, tu fais un gros hit, un gros chiffre, le banc, tu sais, c'est comme le moment, tu sais, les fans, c'est ton banc. Là. Fait que si les, tu sais, les gars arrivent au banc, ils n'ont pas d'énergie de le faire et les gars jouent 22 minutes par match. Tu sais, c'était ça qui était un petit peu difficile. Moi, j'essayais tout le temps d'encourager les boys sur le banc, gros chiffre, gros hit, bonne mise en échec, tu sais, bon shot ou scoring chance. Fait que, tu sais, j'essayais d'entretenir un petit peu l'énergie qu'on avait sur la glace, l'entretenir sur le banc, parce que le banc, plus que, comme je te dis, ça avançait, l'énergie du banc descendait un petit peu, puis tu sais, c'était un petit peu, ça c'est la façon que je l'ai vu. Peut-être que tu pourrais demander à d'autres gars dans l'équipe puis ils disent peut-être qu'ils l'ont vu d'une autre façon, sauf que moi j'ai vraiment vu de cette façon-là, puis c'est ça, là, comme je te dis, j'essayais d'amener de l'énergie sur le banc puis sur la glace pour continuer à hype up les gars, parce que je voyais qu'un petit peu il y avait tu sais, ça allait un petit peu plus down un peu là. Et Yanni, aussi une question peut-être un peu plus personnelle. Tu sais, souvent on parle des gars, des fois des agitateurs qui dérangent dans les autres équipes. Vous avez eu la chance de jouer en finale contre les Stars de Dallas. Je veux savoir, parce que c'est un peu pas un running gag dans notre podcast, mais chaque semaine on parle tout le temps à quel point Corey Perry c'est un joueur qui se fait détester des autres équipes. Je veux savoir, c'est quand même difficile de jouer contre un gars comme Corey Perry? Honnêtement, faut quand même ce genre de joueur-là, faut que tu le laisses faire ses affaires, faut pas que tu t'en préoccupes. Puis il y a eu des excellentes de la finale, il a vraiment bien fait ça, il était vraiment bon. Mais tes premiers matchs, il essayait vraiment de scare le pot, il essayait de faire de nous faire pogner des punitions, tu sais, de tout le temps amener quelqu'un avec lui. Ce joueur-là, faut que tu le laisses aller, faut que tu le laisses un petit peu dormir, puis c'est ça, là, c'est un petit peu cette tactique-là que j'ai envers des joueurs comme ça, là. OK. Puis, à la fin de ces matchs-là contre les Stars, tu lèves la coupe, Yanni, en avant de personne. Comment t'as vécu ça, tu sais? On l'a tout imaginé dans notre tête, gagner la Coupe Stanley. Devant, là, 21 000 personnes, là, commencer de gagner la Coupe Stanley devant pas personne. Honnêtement, le feeling est incroyable. Même si on pense que, tu sais, je sais pas c'est quoi gagner la Coupe Stanley devant 20 000 personnes. Gagner la Coupe Stanley devant personne, c'est vraiment, tu sais, si tu gagnes la Coupe Stanley. On dirait que on était tellement proche, notre groupe de joueurs, que ça a tellement fait du bien de vivre ça ensemble, notre groupe. Tu sais, on était juste nous sur la glace. Il y avait quelques parents, mais en voulant dire que c'était vraiment, tu sais, nos familles nous manquaient tellement, mais on avait la chance de le faire, puis de se serrer entre nous, puis d'avoir le temps d'enjoy le moment, parce que tu sais, c'était 2 mois et demi qu'on a passé ensemble, loin de nos familles. C'était tellement difficile, puis on était tellement serrés, puis de pouvoir vivre ça nous autres ensemble, tu sais, de savoir que le gars à côté de toi, il avait pris une grosse mise en échec pour faire un jeu en fin de match, qui avait bloqué un shot, qui avait ajouté. C'est tellement des moments, tous ces moments-là, là, on les a vécus ensemble. C'est vraiment spécial de pouvoir vivre la Coupe Stanley ensemble, de l'avoir embarqué sur la glace ensemble, de crier quand on l'avait dans nos bras. Il y a pas beaucoup de feeling qui vont à côté ça, là. Une parade ouais, c'est ça, j'allais dire, la boat parade, la parade de bateau qu'on a vu un peu partout sur les réseaux sociaux à Tampa, c'est comme un peu hors de l'ordinaire de ce qu'on est habitué de voir normalement. Ouais, non, c'était fou, c'était spécial. On a eu bien du fun. On a notre bateau, on avait
j'étais sur le bateau avec Cédric Paquette puis Braden Point. Puis non, on avait vraiment du fun. Notre bateau, on a, je pense que les fans nous ont apprécié. Là. Écoute, non, je pense qu'il y avait quasiment une compétition entre votre bateau, je pense, celui de Patrick Maroon. Maroon avait l'air de... La bière avait l'air d'être bonne pour Patrick Maroon un peu. Non, je pense que Pat, il a bien apprécié sa petite bière là, tout le long de la parade. Puis même à la fin de la parade, quand on est arrivé au Raymond James Stadium, puis qu'il a fait son speech, c'était incroyable. C'était tellement bon, c'était tellement drôle. On a tellement... considérant la pandémie présentement, on se demandait comment qu'elle allait essayer d'organiser ça. Puis nous autres, c'était quand même très sécuritaire pour nous. C'est la ville qui nous a accepté qu'on le fasse comme ça. Puis il y avait des fans de chaque côté de la rive. Puis non, ils nous ont vraiment fait une belle accueil. Puis c'était vraiment, vraiment plaisant. Là. En tout cas, c'est super intéressant, Yanni. Pour vrai, je pense qu'on pourrait quasiment s'en jaser pendant des heures, mais on va te laisser aller. Juste pour savoir, en terminant, est-ce que tu sais quel jour tu vas avoir la Coupe Stanley? Comment ça se passe? Présentement, on n'a aucune nouvelle. Les dernières nouvelles que j'ai eues, c'est que la Coupe allait pas quitter Tampa Bay, qu'elle allait rester là. Donc, je sais pas, je vais l'avoir une journée à Tampa à un moment donné. J'ai aucune idée. Là, présentement, peut-être qu'ils essayent de trouver une façon qu'on les aide dans nos hometowns. Mais c'est tout ce que je sais présentement. J'aimerais tellement ça pouvoir l'amener dans mon patelin puis montrer ça à tout le monde. Mes parents, mes frères. Ils l'ont pas vu, c'est la Coupe Stanley, là, c'est gros, là, au Québec, on aime ça, c'est notre sport, là, OK, puis la Coupe Stanley, c'est tout le monde s'est déjà vu la gagner, fait que, j'aimerais tellement ça, pouvoir descendre ça par chez nous, puis pouvoir montrer ça à tout le monde, puis peut-être faire une coupe de faire de champagne dans la coupe, là. Il va falloir que tu regagnes en avant de tout le monde, là. C'est ça, là. Pour comparer les deux. C'est ça. Exact. Ouais, là, mec, c'est ça que ça serait plaisant de pouvoir en gagner un autre puis de dire, bon, on va comparer les deux puis on va essayer de trouver c'était quelle la plus fun. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur apprécier celle-là. Non, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a vécu. On te souhaite justement de bonnes célébrations, justement, avec tes amis, ta famille, malgré la pandémie, mais tu sais que vous puissiez célébrer ça à fond. Puis encore une fois, Yanni, félicitations pour la Coupe Stanley. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir vu. Hey, un gros merci. Merci, là. Intéressant. Intéressant, bye. Quel homme! En vrai, là, ce gars-là, c'est... Moi, pour vrai, je pense que je le qualifierais dans les pionniers du sport, là, tout avec le parcours, avec le parcours qu'il y a eu, là, c'est vraiment bûché, puis c'est rendu jusque-là, puis juste faire une autre parenthèse, là, on l'a vu, vous avez vu les images, là, pour ceux qui sont en audio, peut-être aller voir le Facebook Live, de la boat parade, la parade de bateau. Mon Dieu! Il a de l'air à aimer lui aussi sa petite bière, mais on l'a pas trouvé dans les extraits, là, mais honnêtement, Patrick Maroon là, était chaud bateau. Il était éméché en tabarouette. Là. Sérieux, là, il a fait un speech dans le stade des Buccaneers à la fin de la parade et il a dit à tout le monde, genre, je vous le résume vite, il a dit, honnêtement, il dit, je sais même pas pourquoi c'est moi qui ai envoyé ça à la scène, il aurait pas envoyé Stamkos, Kucherov. Il dit, là, j'ai ma bière. Il dit, j'ai gagné la Coupe Stanley, fait que tout le monde a allumé votre flashlight de téléphone. Parce qu'on a gagné la Coupe Stanley. C'est tout! Ça se tient pas! Un back-to-back, là. Il a l'air de rien, Pat Maroon, mais back-to-back, gagner 2 coupes 2 années de suite. C'est clair. Ah ouais, faut le faire. Exactement. Et non, pour vrai, là, on est vraiment chanceux sur la qualité des invités qu'on a eus. Oui. Honnêtement, encore une fois, un gros merci à Yanni Gould. Et puis si jamais vous avez des idées là, à la maison là, d'invités qu'on pourrait recevoir, des gens que vous appréciez. Nous pas Carey Price, là. Non, mais tu sais, c'est des Québécois de préférence, là, ça serait le fun, là. Hey, si Chris Boucher écoute ce podcast, c'est d'un coup. Il y a 2 messages Instagram dans ta boîte vocale. Dans ta boîte vocale. Quelqu'un qui peut dire de se connecter sur Instagram, s'il vous plaît.
Tu fais des stories, mais tu nous lis pas. Fait que, ben, ça, tu sois mon podcast. Mickeur, guerrier, Mickeur, pourrais-tu demander à Chris Boucher? S'il vous plaît. Les boys, si vous voulez avoir la plus courte entrevue de l'histoire, invitez Corey Perry. Je vous dis, ça sera vraiment pas long, là. Ça va être super court. C'est lui qui va. Pas très gentil, pas sympathique, Kevin Dupont veut le battre, mais pas de violence. Alors Kevin Dupont se défoule encore sur Corey Perry. Hey, saviez-vous, fun fact, là, que Corey Perry, c'est le frère de Katy Perry? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est la bullshit. La chronique Corey Perry. Non, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Non, mais en fait, l'entrevue Corey Perry, ça va chier. Kevin fait comme Corey Perry, vraiment aucun plaisir de te recevoir. Corey va faire fuck off. Je l'ai regardé comme. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir comment, là, c'est ça, à la fin, on lui a demandé, là, mais savoir comment ça va être pour la tournée de la Coupe Stanley. Ça va être un peu plus compliqué, mais c'est sûr que ça va être. Est-ce qu'elle a le droit de passer les douanes, elle? La coupe? Je sais pas. La coupe, oui, le petit monsieur blond qui va avec la coupe, on sait pas. Ben, quoi qu'il porte des gants, là, il était venu. Ah, c'est vrai, c'est bon. Lui, il y a des gants à longueur d'année, ça ne change à rien. Là, il est comme, oh, moi, merci, en tout cas, merci encore à Yannick Gourde, sérieux, chic type, puis très bon joueur de hockey avec le Lightning de Tampa Bay. Je veux saluer aussi rapidement, il y a pas mal de monde qui, justement, nous écoute, ont écouté l'entrevue, puis ont fait des commentaires, d'ailleurs. Pat Dupont, très solide, vos entrevues, des boys. Merci beaucoup, Pat. C'est pas dans ta famille, ça, Kevin, c'est ça? Ah non, c'est mon cousin. Ah, mais on le salue! Salut, cousin Dupont. Il y a également Rémi qui écoute, Anthony Junot, il y a Maverick Bourque qui écoute aussi. Ah, salut Maverick, bravo pour tout. Félicitations d'ailleurs, Maverick, on n'a pas parlé la semaine passée. Il y a un panneau, ça 116 avec sa face, hein, qui le félicite. Ah ouais? Oui. Avec raison. Oui. Avec les Stars de Dallas qui a été repêché. Mais en tout cas, salutations à vous tous. Jérémy Durocher aussi, je vois qu'il vient de se connecter. Alex Lapointe également. Salut les boys, également les filles qui nous écoutent. Très heureux d'être avec vous chaque mercredi soir. Sylvain Corriveau qui vient de commenter. Sylvain Cossette est là, oui. Ouais, Sylvain Cossette. Bravo, Sylvain. Merci à vous tous. Puis honnêtement, si vous tripez, nous autres aussi, en tout cas, je sais pas si ça paraît, mais on tripe en maudit à faire ces entrevues-là. Puis c'est vraiment de parler. Tu sais, ce qu'on se disait tantôt, on était comme moi, toi, qu'est-ce que t'as fait de ton après-midi? Ben, nous autres, on a jasé à Yannick Gourde. Super sympathique. C'est le plus proche qu'on a été de la Coupe Stanley, les gars. C'est vrai. Moi, j'ai touché, là, pour faire chier. Quoi? Ah ouais, c'est pas la vraie, c'est la copie. Ben, Non, celle-là qu'André Fleury m'a amené à Sorel, c'est la vraie Coupe Stanley. Ah, OK, il t'a l'amené chez vous. OK. Moi, je l'ai vu dans le parc. Parce que Sidney Crosby est passé il y a 3 ans avec la Coupe Stanley, puis j'ai vu ça genre à quelques centimètres. Mais oui, il en parlait d'ailleurs, Yannick Gourde, dans l'entrevue, il disait comme, tu sais, c'est spécial ici au Québec, surtout le voir la Coupe Stanley, c'est comme, wow. C'est wow, croiser Gabriel Jasmin. Amener ce trip-là. J'ai ramené ce trip-là, c'est Saint-Narcisse, right? C'est un artiste de Beauriviron. Toi, Kev, chez vous, il y a eu qui Coupe Stanley récemment? T'es chez Shawinigan? Il y a eu, je sais que dans le temps, il y avait eu Pascal Dupuis avec les Pingouins. Ah, c'est vrai. Il vient de Shawi. Sinon, qui y a eu d'autres? Ça me vient pas de même. Mais il faut que la coupe ait 3 étages, là. Tu sais, idéalement. Jean-Jacques Plante, là. Je sais que j'étais allé voir, voyons comment il s'appelle, Alex. Corey Perry, il vient pas de Shawi. Non, mais il jouait avec les Hallers. C'est un Québécois. Alex. Il avait joué avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. Je suis allé voir la Coupe Stanley d'ailleurs là-bas. Mon Dieu. J'ai un blanc sur son nom de famille. Éric Bouchard. C'est ainsi qu'on peut enchaîner vers la prochaine chronique. Ouais! Si quelqu'un connaît le Alex qui jouait à Edmonton. Qui vient à Shawi, là, tu sais, ce petit gars-là. Ah non, mais il vient de Québec, là. Il vient de Québec, par contre. Mais qu'est-ce que tu faisais à Shawi d'abord? Il s'est trompé. Non, il était à Québec. Je suis allé voir la Coupe à Québec aussi. Ah, d'accord. Pionnier du sport. Mais là, on s'égare, là. Manquez pas le quiz de Champlain dans le prochain segment. Mais pour l'instant, on s'en va à Drummondville rejoindre Gab Jasmin et le segment Le sport décortiqué. Biographie, Origine, événements marquants. Avec Gabriel Jasmin, le sport décortiqué. Ah, comment sortir d'un gouffre sans... Ouais, hein, ça finissait plus. Ben écoute, on va redémarrer ça à toute vitesse avec un segment qui parle justement de maniaques, de passionnés de vitesse. Je vous dresse la liste des 3 meilleurs pilotes automobiles de l'histoire de la F1. C'est comme ça, c'est subjectif ou c'est objectif, ça? Il y a beaucoup de parts d'objectivité là-dedans. OK. Mais je vais y ajouter ma touche, en fait, là-dedans, parce qu'évidemment, ça m'a inspiré ce
sujet-là en voyant Lewis Hamilton en fin de semaine, dimanche précisément, au Grand Prix de l'Eiffel à l'Allemagne, remporté et du même coup aller rejoindre Michael Schumacher en termes de victoire de Grand Prix. 91 Grand Prix au total pour notre ami Lewis Hamilton. Puis vous voyez sur la photo, il y a le casque de Michael Schumacher directement dans les mains. Ça, c'est le fils de Michael, en fait, il s'appelle Mick. Et qui est allé lui porter le casque là, pour souligner cette 91e victoire. Ça va sonner dark, excuse, je t'ai coupé. Là. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il est encore dans le coma, Michael Schumacher? Ben là, non, il s'est éveillé du coma. Je savais que la famille le tenait comme... Mais c'est très flou, ce qu'on sait sur en fait, Schumacher. C'est le secret le mieux gardé, l'état de santé de Michael Schumacher depuis son accident en 2013. Il s'est éveillé du coma en 2014. On sait qu'il a été transféré de plusieurs hôpitaux, notamment en Suisse, en France, tout ça. Mais écoutez, c'est hermétique au bout. On n'a aucune information sur son état de santé. Mais bref, on fouillera pas d'abord. Ben, on va y reparler d'ailleurs un petit peu plus tard là, de Michael Schumacher parce que je veux vous présenter Lewis Hamilton, celui qui a un peu pris la relève de Schumacher au moment où lui décidé de mettre un terme à sa carrière. Hamilton, ben évidemment, c'est un Britannique qui a commencé très très jeune dans le monde du karting. À 6 ans, il a eu son premier kart, tout ça. Et lui, il a tellement été talentueux dès son plus jeune âge qu'à 13 ans, il a signé son premier contrat avec l'écurie McLaren de la F1. À 13 ans, c'est devenu le plus jeune pilote de l'histoire à émettre son nom finalement au bas d'un contrat. Et il faut dire que c'était à 13 ans, on demande des livres à nos parents. Puis oui, c'est ça. Lui, j'ouvre une F1. Oui. Ben lui, il faut dire que c'était son objectif. Là. Il avait signalé son intention auprès du directeur de McLaren à l'époque et lui, j'imagine de façon symbolique, lui avait fait signer un contrat, mais il était loin de se douter que quelques années après, il allait devenir champion du monde et tout ça. Donc c'est vraiment au début des années 2000 que Lewis Hamilton va laisser sa marque, devient champion des 15 ans et bon, succède les championnats année après année. Je sais pas si Alex, on a de la vidéo, là, des éléments visuels de Lewis Hamilton, là, mais ouais, il a réalisé une première saison exceptionnelle en 2007, sa première à titre de pilote de Formule 1 et on a même assisté ici au Québec à sa première victoire en F1. C'était en juin 2007, le Grand Prix du Canada à Montréal sur le circuit Gilles Villeneuve finalement, à bord de sa McLaren Lewis Hamilton qui a fini sa première saison, écoutez, ex-aequo avec Kimi Raikkonen pour le titre de champion du monde. Vous dire à quel point il avait du talent, ce gars-là. Il a été sacré champion du monde directement l'année d'ensuite, donc en 2008, à l'âge de 23 ans. C'est devenu à ce moment-là le plus jeune pilote de l'histoire de la F1 à être champion du monde. Et un record qui a été battu plus tard, là, en 2010, par Sebastian Vettel, entre autres. Et en 2013, ben là, il décide de changer d'écurie, son écurie fétiche McLaren. Il s'en va rejoindre Mercedes et depuis ce temps-là, il a été certifié 5 fois champion du monde, Lewis Hamilton. Un palmarès tellement impressionnant, puis en plus, il est détenteur de plein de records, dont notamment le nombre de pole positions avec 96, le nombre de podiums avec 160. Bref, c'est vraiment un icône au niveau du Royaume-Uni. En fait, le meilleur sportif que le Royaume-Uni a jamais connu. Puis même, je veux pas non plus peut-être me dire si je me trompe, mais dans les pilotes, c'est comme, je pense que c'est selon le magazine Forbes, dans les mieux payés. En tout cas, au niveau salarial, il est rendu qu'une fortune, je ne sais pas de combien de centaines de dollars, mais... Gallagher. Ben, tu sais, son 39 millions, il doit le gagner par année, là, j'imagine, Lewis Hamilton. Là. Assurément. J'ai pas les statistiques en termes de salaire, mais je suis sûr que parmi les gens les plus influents au monde, là, le nom de Lewis Hamilton... Il a, Lewis, une valeur personnelle, une net worth de 285 millions de dollars. C'est ce qu'il possède. Ça n'a pas de bon sens. C'est quand même fou. Gab, aussi, je veux que tu nous parles d'un l'incontournable, finalement, qui est co-détenteur du record pour le nombre de victoires, justement, dans la course automobile. Ben, c'est ça. On en a glissé un bref mot tantôt. Michael Schumacher, qui a très longtemps été seul, finalement, le maître incontesté des victoires, finalement, en termes de F1 avec 80. Ouais, c'est ça. Il a vieilli. Il a vieilli. Ouais, il a vieilli d'un coup sec, hein. Ça n'a pas de bon sens, mais on va voir des images de lui un petit peu plus tard. Je pense qu'il s'en vient, là. 7 fois champion du monde, Michael Schumacher.
Schumacher, jusqu'à preuve du contraire. En fait, là, c'est toujours le meneur à ce niveau-là, Lewis Hamilton. Bon, ben, on passera Michael Schumacher. Non, mais il est plus loin, là, il s'en venait, là. Notre ami Michael. Mais c'est ça. Donc, 7 fois champion du monde, Michael Schumacher. Lewis Hamilton, c'est une question de semaine avant qu'il vienne le rejoindre à ce niveau-là. Mais en date d'aujourd'hui, c'est le meilleur de tous les temps. Né dans une famille très modeste en Allemagne, il a pogné la piqûre assez vite. C'est son père qui avait mis un moteur à gaz sur son kart quand il était bien jeune. Puis là, il s'est dit, Colin Debin, je deviens un maniaque de la course à ce moment-là. Il a été très longtemps rigoureux, très sérieux. Et c'est ce qui a attiré l'attention des recruteurs, des dépisteurs de la F1 vers lui. Et finalement, c'est en 91 qu'il va faire son entrée avec l'écurie Benetton Ford. Oui, et à ce moment-là, il a décroché son premier titre de champion du monde. Et c'est par la suite, en ayant plusieurs saisons un petit peu mauvaises et en changeant du côté de l'écurie Ferrari, qui était alors une écurie en pleine mutation. Là, on apportait plusieurs modifications, puis ils n'avaient pas la renommée qu'ils ont aujourd'hui, Ferrari. Alors, c'est avec eux autres que Michael Schumacher va se démarquer à partir de l'année 2000. Il y a eu quand même plusieurs anicroches avec les années, notamment, on va se souvenir en 97 d'une sortie de piste avec Jacques Villeneuve, entre autres. Ça avait beaucoup marqué les esprits, Michael Schumacher. Donc, à partir de l'année 2000, là, c'est la suprématie. 5 titres mondiaux d'affilée pour Michael Schumacher. Et ensuite de ça, avec l'arrivée des Fernando Alonso et des jeunes pilotes de course très prometteurs, il n'a pas pu aller chercher finalement un 8e titre en carrière et il va décider d'accrocher son casque, sa voiture, finalement son casque. C'est sa voiture. Il t'a un pas pire garage pour accrocher son. C'est simple que ça. Ah ouais, c'est ça. Il arrive à la maison, mis ça sur le porte. Et voilà. Et voilà, il est rentré à la maison. Ce pilote-là, honnêtement, là, ça avait vraiment l'air d'être le genre de gars que tu voulais pas t'obstiner avec. Il avait l'air d'avoir un caractère bouillant, mais genre sur un solide temps. Ça n'a pas de bon sens. On disait de lui qu'il était froid, il était baveux, mais il a toujours été déterminé, Michael Schumacher, puis c'est ce qui a fait sa renommée en tant que pilote automobile, finalement. Donc, lui, il a pris sa retraite pour une première fois en 2006 et il était tellement... ça lui manquait tellement. C'est un passionné de vitesse qu'il est revenu comme 4 ans plus tard. Il a signé avec l'écurie Mercedes et il a duré seulement 3 ans, finalement. Trois longues années de dernier tour de piste parce que ça n'a pas été très fructueux dans son cas. Pas une seule victoire dans ces 3 saisons-là. Fait que finalement, il a décidé d'accrocher son casque pour de bon. Une seconde fois, cette fois-là, pour Michael Schumacher. Et depuis ce temps-là, c'est ça. Est survenu un accident dans les Alpes françaises en 2013. De ski, hein? Ouais, exactement. Accident de ski avec son fils Mick. Et là, ça l'a plongé dans un coma artificiel. Depuis ce temps-là, il s'est éveillé. Puis comme on disait d'entrée de jeu, là, pas de nouvelles concernant Michael Schumacher. Et c'est pas nécessairement bonne nouvelle. Non, c'est ça, effectivement. Puis Gab, là, tu parles quand même de Schumacher, de Lewis Hamilton. Tu veux finir en nous parlant du coureur automobile que tu qualifies de meilleur de l'histoire. Lui, ce serait véritablement, parmi les 3 aujourd'hui, mon pionnier, là, Ayrton Senna, un nom d'un Brésilien que vous connaissez probablement. John Cena. Ouais, non, mais puis ouais, d'ailleurs, il fait partie du Congrès américain, là, le fameux Sénat. Je vais m'arrêter ici, OK? Alors, Ayrton Senna, qui est évidemment considéré par plusieurs comme étant le plus grand de tous les temps. C'est l'icône brésilienne de la F1, finalement. Lui aussi, commencé très, très jeune au niveau du karting, tout ça, a connu à l'adolescence beaucoup de succès. Et c'est vraiment son pilotage agressif et rapide qui a vraiment fait sa renommée à Senna. Et il a signé pour la modeste équipe Toleman en 83. C'est là qu'il a commencé en F1 officiellement et qui a récolté quelques premiers points au passage pour ensuite passer du côté de l'écurie Lotus Renault. C'est là qu'il a connu le plus grand succès, entre autres en décrochant un Grand Prix au Portugal en 85, pas trop loin de chez lui, natif du Brésil évidemment. Il était très perfectionniste, il avait une connaissance incroyable de la mécanique automobile à ce moment-là, puis c'est ce qui faisait en sorte que c'était le meilleur pilote. C'est devenu un mythe, Ayrton Senna, avant les événements qu'on connaît finalement, qui sont survenus en 1994. C'était le week-end noir de la Formule 1, c'est comme ça qu'on l'appelle encore aujourd'hui, parce qu'il est arrivé plusieurs événements tragiques ce week-end-là qui se déroulaient du côté de Saint-Marin à Imola. C'est un week-end
week-end où il y avait vraiment de drôles de prévisions météo et tout était un peu imprévisible. Il y avait comme un nuage noir là, qui planait sur la F1. Ça a commencé dès le vendredi, les essais, avec une sortie de piste assez dangereuse de la part d'un pilote qui a quand même survécu, là, qui s'en est bien tiré, mais le lendemain, avec la deuxième phase d'essai, il y en a un autre du nom de Roland Ratzenberger qui a finalement perdu la vie, qui a rendu l'âme lors des tours d'essai. Imaginez à quel point c'est triste. Et c'était un bon ami d'Ayrton Senna, Roland Ratzenberger, et ça l'a affecté beaucoup. Puis même ce samedi-là, il avait confié en l'entrevue à Ayrton Senna, j'ai pas le choix, je dois faire la course de demain absolument pour supporter l'ami que j'ai perdu aujourd'hui. Et durant cette course-là, John Cena, Ayrton Senna, qui part en tête officiellement à bord de sa Williams, qui arrive au tournant du fameux virage de Tamburello. Et à ce moment-là, à 210 km/h, percute le muret de béton de plein fouet finalement. Et évidemment, là, ça l'a plongé tout de suite dans un état de mort cérébrale. Et quelques instants plus tard, on l'a transporté à l'hôpital. C'est là qu'on a constaté son décès. Mais tu sais, dans la vie, décéder en faisant quelque chose que t'aimes le plus au monde, c'est quand même un exploit en soi, mais tu sais, Ayrton Senna, qui est devenu finalement un personnage mythique, c'est le plus grand de la F1 de tous les temps. On l'a d'ailleurs nommé comme ça en 2005 auprès des grandes autorités de la Formule 1. Puis je pense qu'il est indélogeable en dépit du fait que Lewis Hamilton va probablement devenir le plus grand en termes de nombre de victoires, en termes de tout. Tu sais, la grande idole de Lewis Hamilton, c'était Ayrton Senna. C'est vraiment le pilote automobile qui était le plus talentueux pour sa génération. Malheureusement, sa carrière a pris fin abruptement, puis nul ne sait qu'est-ce qui serait survenu si l'accident de Saint-Marin n'aurait pas eu lieu finalement, mais tout un pilote. Je pense qu'honnêtement, les trois pilotes que tu as nommés, pour vrai, je pense qu'on peut les certifier pionniers du sport. Absolument. Les trois au grand complet. Mais vous savez, les boys, que mon segment a changé de nom. Hein. Je dis rien. Au fond, ça demeure des pionniers du sport. C'est un segment triste. J'aimerais ça. Mais à toutes les semaines, tu ramènes des pionniers du sport. Ben oui, mais j'en ramène plusieurs, là, finalement. Ah, OK. Pionnier du sport avec un S, d'accord. Avec un S, alors. Ça on peut ramener ça. Alex, tu changeras ça, s'il te plaît. Ouais. C'est bon. Pionniers du sport. Pionniers du sport. Merci Gab, en tout cas, pour nous avoir fait une espèce de... On nous avait c'est un sport qui est très émotif cette semaine. Il faut sortir les mouchoirs. Mais honnêtement, si vous voulez apprécier l'œuvre d'Ayrton Senna, il y a un bon documentaire sur Netflix que je vous recommande énormément. Ça s'appelle juste Senna, son nom de famille. Et non, ce n'est pas un documentaire. C'est produit par la WWE. Le Senna américain, comme on peut constater. Je vous le conseille énormément. Avant d'aller au quiz à Champy, juste rappeler qu'en ce moment, il y a du baseball. Puis c'est ça, je checkais ça dans les dernières secondes. Atlanta mène 2-0 contre les Dodgers dans cette série-là. Et présentement, ils sont en 7e et les Dodgers sont en train de pulvériser les Braves 15-1. C'est assez particulier, c'est les séries qui sont dans la MLB présentement. Sinon, si je regarde les autres matchs, Tampa Bay qui mène 3-0 dans cette série-là, en ce moment, sont en train de perdre 1-0 contre les Astros. Et demain, encore une fois, affrontement entre les Rays et les Astros. Et Braves-Dodgers, ce sera demain également. Go les Expos! Go les Expos! Go! Toujours pas éliminé, man! Toujours pas éliminé les Expos! Éliminer les Expos! Non. Aussi, je veux juste rappeler également aux gens qui nous écoutent en Facebook Live, si jamais vous avez manqué une portion du Facebook Live, vous pouvez toujours nous réécouter l'émission complète après sur notre Facebook. Vous pouvez même rembobiner sur votre cellulaire. Ouais, tout de suite. Mais c'est pas la même expérience. Non. Rembobiner, puis si jamais aussi ça vous tente d'écouter justement le balado, mais version audio, on est disponible sur Spotify. Tous nos épisodes sont là. Ça, c'est si vous nous trouvez trop lettres, là. C'est ça. Exact. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi, maintenant, tous les extraits sont diffusés séparément au cours de la semaine. Donc, si jamais vous aimez vraiment pas Tommy Brochu, mais vous m'aimez beaucoup, vous pouvez juste m'écouter. Parlant de toi, Champlain. Et voilà! Si vous aimez Champlain, c'est le moment parce que c'est le quiz à Champy. Parce que ça peut aller dans toutes les directions. Avec Champlain Mondou, voici Chant Libre. Patrice Bergeron. Hey, j'ai une question quiz, moi, pour Champlain. Oui.
Il joue pour le Canadien, numéro 11, il est payé trop cher à partir de l'année prochaine. Gallagher! Ah, coucou, Gallagher? Ah non, tu j'ai pris la bonne réponse. C'était proche, mais non. Alors, Champlain, avant de commencer, juste rappeler aux gens que dans les prochaines secondes, il y aura plein de questions pour nous humilier. Fait qu'on peut déjà commenter si... en fait, commenter. Essayez-vous. Va avoir les... Commentez déjà les réponses pour être sûr. Je me fais dans les commentaires, honnêtement, marquer les réponses que vous pensez, puis si ça me tente de nous torcher. C'est le bon moment. Allez, mon Bergeron, c'est à toi. Oui, merci beaucoup. Je viens de remarquer que je vous ai pas envoyé vos buzzers. J'aimais tellement ça, les buzzers. Il y aura pas de buzzers. Il va falloir crier Stéphane. Il va falloir que je crie Brochet? Votre nom. Là, juste votre nom. Puis je vais vous trouver. C'est avec les choix de réponse. Cette semaine, on change. On revient un peu au concept habituel d'un quiz. Je pose une question. Il y a des choix de réponse. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez répondre dès que vous savez la réponse. Vas-y. Parfait. Même si j'ai pas de choix de réponse, vous pouvez répondre. On commence avec la première. Ah oui, le thème. Le thème, c'est les signatures de joueurs autonomes. Donc, tourne autour de, habituellement, la date du 1er juillet. Ils n'ont pas tous rapport avec le 1er juillet, mais c'est tous rapport avec des contrats dans la Ligue nationale de hockey. Parfait. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Oui. À toi, Chantal. Okay. Ah, d'accord, Pierre. Question numéro 1, on revient en 2009, à 2009. Le Canadien a fait des gros mouvements en 2009. Brian Gionta a signé un contrat de 5 fois 5 millions. Mike Camilleri, 5 ans, 6 millions. Ça c'est vrai. Ah oui. Et on avait fait une transaction avec les Rangers qui a impliqué Chris Higgins et Ryan McDonough pour Scott Gomez. C'était pas le 1er juillet, c'était la date d'avant. Donc vraiment une journée très occupée pour Bob Gainey à l'époque. OK, et la question? Je mets en contexte, là. Okay. Qu'avait-il mangé ce jour-là? Ah, une poutine. Je fais mon art, OK? Dominic Moore. Ils sont tous arrivés à Montréal dans un tour du 1er juillet 2009. Ils sont tous partis à des moments différents. Okay. Lequel de ces trois joueurs a eu le plus de points avec le Canadien? Gabriel. Brian Gionta. Bravo! Bravo! Pas beaucoup d'ailleurs, mais s'ils avaient tous joué le même nombre de matchs, ça aurait sûrement été Mike Camilleri. Puisque Gionta a joué 303 matchs avec le Canadien, fini avec 173 points. Scott Gomez, surprenamment, on le savait, il était là pour ses talents de playmaker, Scott Gomez. Ouais. Quand même, je veux dire, il était là 196 matchs, il y a juste 21 buts. Mais il y a eu 87 passes quand même, 87 passes. OK. Hey, la lui est à 119 points en 170 matchs. Oui. Champlain aussi, l'affaire là-dedans, c'est que, tu sais, parmi tous ces joueurs-là, tu te dis, ça pourrait être le fun que je m'achète un chandail d'un bon joueur. Puis là, tu finis comme Tommy Brochu, puis tu t'achètes un chandail de Scott Gomez. Ah non! Peux-tu juste te mettre en contexte? Ah, moi, là, à cette époque-là, j'étais en secondaire 2, OK? Oui. Okay, là, moi, la seule paye que j'ai, c'est l'argent que je fais en vidant de la vaisselle. OK? Puis t'as dépensé ça sur un chandail de Gionta. Parce que là, moi, je suis un grand fan du Canadien. Gomez, excuse-moi. Je veux m'acheter un chandail de Scott Gomez. Je veux du Canadien. Okay. J'arrive dans le magasin de sport, puis là, Gomez, il change le numéro 91 pour le numéro 11. Fait que là, 91, bien joué! Fait que, bravo! Pas mauvais, c'est pas si pire. Fait que c'est ça. Voya. Hey, on se le fait dire. Mais t'as une relique du passé, autant pour le joueur que pour le numéro. Puis le jour, ça va se vendre 10 pieds. Le logo Reebok ici, là, tu sais, là. Oui. Ouais. Tu sais, moi, j'ai acheté un chandail d'Eric Cole, fait qu'à un moment donné, Hey, au passage, on est dans un quiz, on vous le rappelle à la maison. Hey, là, on jase, tabarouette. Alors, question numéro 2. Qui est le joueur, et là, faites attention à votre réponse, qui est le mieux payé dans la Ligue nationale en ce moment? Pas la moyenne de salaire, mais vraiment le salaire. Donc, qui va gagner le plus d'argent l'année prochaine dans la Ligue nationale de hockey? Gabriel. Pas de choix de réponse? Ah oui, il y a des choix de réponse. Ben, je vais l'essayer. Okay? Vas-y, gars. Quel animateur de coup? Connor McDavid. C'est pas Connor McDavid. Hey, j'ai oublié, parce que je change tout le temps dans le quiz, Marc. J'ai oublié, il y a des... Non, pas un joueur autonome. Je dis que joueur qui va gagner plus d'argent. Je vous drop les choix de réponse. Connor McDavid, c'est pas ça. Mitch Marner, Artemi Panarin, Austin Matthews, John Tavares. Gabriel? T'as peu, Gabriel, on va laisser la chance à quelqu'un d'autre. Alex! Tommy? Ah, t'as peu, Alex? Oui, voyons, peux-tu renommer tes choix de réponse? Rapidement, je l'avais sur le bout de la langue. Mitch Marner, Artemi Panarin, Austin Matthews, John Tavares. C'est Austin Matthews. C'est Austin Matthews, bravo! Austin Matthews, cette année, va remporter 15,9 millions de dollars. Bravo, Austin! Là-dessus, son salaire, c'est seulement 700 000 $. Oh! Ah, Son contrat, il est fait vraiment bizarre. Il y a comme
15,8 millions que c'est du bonus de signature, whatever. C'est pas l'année d'ailleurs, de parlant de bonus, ça m'amène à ma question numéro 3. Wow, quelle transition, Champlain, merci. Wow, bravo. Hey, oublie pas tes choix de réponse. Hein. Non. On était très loin des contrats exorbitants de notre époque à cette époque-là, en 1998, mais le phénomène Sergei Fedorov battait des records avec son salaire incroyable, comme je vous dis, en 1998. Les Hurricanes ont fait une offre hostile aux Red Wings pour l'obtention du Russe. Les Red Wings ont été obligés de signer le contrat qui contenait beaucoup de bonus, et donc, à cause de ça, Fedorov a eu un salaire absolument incroyable pour cette saison-là, pour l'époque. Je vous donne les choix de réponse. Combien d'argent est-ce qu'il a gagné dans le fond Fedorov? C'est ça ma question. 10 millions. 16 millions, 22 millions, 25 millions ou 28 millions? Kevin? Je dirais 10 millions. Gabriel? Oui, Gabriel. 16. C'est pas 16 millions, non. Il reste 3 choix. Alex! Alex? 28. C'est 28 millions! J'ai 2 points dans ce quiz-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est 28 millions. Vous expliquez comment le contrat fonctionnait. Le salaire en tant que tel, c'était seulement 2 millions. Ah ouais? Il recevait à la signature 14 millions de dollars. Ben non. Et les Hurricanes ont essayé d'être cheeky un peu et de niaiser un peu les Red Wings. Les Red Wings, il y avait une très bonne équipe en 98, on se le rappellera. Ils ont mis un bonus de 12 millions si l'équipe avec laquelle qui signait ce contrat-là se rendait en finale de conférence. Non. Les Hurricanes avaient aucune chance d'aller en finale de conférence, donc eux ont mis ça comme ça. Ils ont dit ils signeront pas ça. Les Red Wings ont fait un gros fuck you. Puis ils l'ont signé pareil. Ils l'ont signé pareil. On dit Sergei Fedorov, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale à ce moment-là. Et donc, ça a mené aux 28 millions parce que, spoiler, les Red Wings ont gagné la coupe en 98. Wow! C'était mieux. L'argent bien dépensé, oui. ça. Ah, de l'argent très bien dépensé. Ben, imagine si c'était rendu en finale puis il avait perdu la Coupe Stanley cette année-là. Je peux te dire, qu'une coupe de comptable aurait une petite sueur. Là. Oh, non, ouais, c'est ça. Non, c'est les Hurricanes finalement qui ont recroisé Fedorov quelques années après en finale de la Coupe en 2002. Ah oui. Puis ça n'a pas bien été. ils ont violemment perdu. Je suis avec la question numéro 4 et je parle de mes 2 joueurs préférés de l'histoire. Rick DiPietro et Elia Kovalchuk, qui tiennent le record du plus long contrat signé. Oui. C'est combien d'années? Gabriel? 13. Oui, Gabriel. Ben, je vais y aller avec 13. C'est pas 13 ans. 15, 17 ou 20? Tommy? 17. C'est pas 17. Gabriel! Ah, pas toi de réplique. Kevin? Je dirais 15. C'est 15 Bravo, ans, 15 Kevin! ans pour Elia Kovalchuk et Rick DiPietro. Et les 2 clubs ont vraiment jamais regretté. C'est ce qui est le fun. C'est le fun avec ces contrats-là. Non, les 2 ont été rachetés assez rapidement. D'ailleurs, même que Elia Kovalchuk, les Devils à l'époque qui ont signé ce contrat-là ont dû payer en fait beaucoup d'amendes à la Ligue nationale de hockey pour ça. Ils ont dû abandonner des pics parce que c'était complètement illégal comme contrat. Ça. Selon les rumeurs, après ça, les DG ont peut-être, comment je pourrais dire ça, perdu leur job. Ah oui. Ah, je te dirais même que la Ligue était en lockout aussi à cause de ce contrat-là. Donc, vraiment, plein de gagnants dans ce contrat-là d'Elia Kovalchuk. Je vais avec la question numéro 5 en rappelant, il reste 2 questions et Alex Harvey est toujours toujours les devants avec 2 points. J'attends la surprise. Je pense que je vais sauter en bas du building. C'est pas ça. À 18 ans, les Oilers d'Edmonton ont donné à Wayne Gretzky, Wayne Gretzky avait 18 ans, un contrat légendaire de combien d'années en 1978? Donc, c'était le contrat le plus long à cette époque-là. C'était pas, faut mentionner, c'est pas un contrat de joueur, c'est pour ça que c'est encore Kovalchuk et DiPietro qui ont ça. C'était comme, ils payaient pour personal services. Mais dans le fond, ils ont donné un très long contrat pour les projets des 1978. 9 ans, 99 ans, 21 ans, 19 ans. Gabriel? Je vais y aller avec 9 ans. C'est pas 9 ans. Alex! Alex Harvey? 19 ans. Non, c'est pas 99 ans. Tommy? 99? C'est pas 99. Je donne le point à personne. Vous l'avez pas eu. Mais j'ai même pas eu le temps de répondre. C'était l'autre réponse. On va te donner un demi-point, Kevin. On va te donner un demi-point pour ça. Non, 21 et ça. Oui, les boys. Ça a quand même bien à donner. Ça a ramené directement à la retraite de Wayne Gretzky. Mais évidemment, on sait comment ça s'est passé. Là. Il s'est promené un peu, notre ami Wayne, il a fini à New York. Mais donc, c'est ça, les Rangers, les Oilers qui voulaient le signer pour longtemps. Il n'a pas le droit de le signer aussi longtemps qu'il voulait. Fait qu'ils ont donné quand même un autre contrat qui, j'imagine, comptait pas vraiment dans l'échange avec les Kings de Los Angeles. Dernière question. C'est encore Alex qui mène? C'est encore Alex qui mène. Alex! En fait, non, si Kevin, puisqu'il était à 1.5, je te donne 1.5, juste parce que... j'ai 2. Mais t'es à 2, mais s'il remporte cette question-là, il va te battre. Mon Dieu, ok, allons-y. On est prêt. Qui est le premier joueur de l'histoire à gagner $1 million pour jouer au hockey?
Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bobby Hall, Bobby Orr. Tommy, Alex. Oh, j'ai entendu Tommy en premier. Bobby Hall. Bonne réponse, c'est Bravo! Bobby Hall. Yeah. Bobby Et c'est Hall. pas dans la Bobby. Ligue nationale de hockey. Non, Dans c'est la- dans la WHA. WHA, exactement, avec les Jets de Winnipeg. C'est pas vraiment un salaire d'1 million de dollars. Je pense qu'il gagnait comme 0.1. Mais avec plein de Ils ont bonus. donné beaucoup de bonus. Je pense qu'il faisait au total 2.2 pour 10 ans, mais il y a 1 million de ce contrat-là qui a laissé la première année. C'était juste pour faire un stunt de dire qu'on a 1 million. Oh, wow. C'est des très belles photos de lui qui est sur le bord d'un jet, d'ailleurs. Il y a un chèque, un gigantesque chèque, un peu comme au Téléthon. Écrit 1 million, Bobby Hall! Hey, c'est Wow. Photo. Alex Harvey! Oui! Wow! Bravo! C'est du jamais vu. C'est le seul quiz qu'il remportera. Dans toute Hey, l'existence. Oui? Comment tu te sens, Alex, la première fois en 27 semaines? Écoute, j'ai une émotion à l'intérieur de moi, je pourrais pas vous décrire, Oui, ce serait pas bon pour les enfants. Allez! Voilà, mais c'est tout pour le podcast. Wow! Merci, merci Champlain. Bravo. Merci. Ça fait plaisir, on revient la semaine prochaine. Quel bon On quiz, se et fait surtout, renouveler à toutes les semaines, je comprends pas pourquoi. Quel bon choix de réponse. Ne manquez pas non plus le coin du brochet dans, je vous dirais, environ 5-10 minutes après le segment d'Alex. Je veux juste dire vite, Jesse Bigot, tantôt, commenté, c'était 11-0 Dodgers après la première manche, si je me trompe pas. J'étais en train de checker, c'est encore 15-1 pour les Dodgers, mais non, les Dodgers sont en train de foutre une volée. C'est 11-0 Alors, après la première. Hey, sérieusement, c'est complètement terrible. fou. En tout cas, si vous voulez voir un club qui se fait humilier, là, regardez Dodgers. Dodgers qui plante l'autre équipe. Puis il y a Sylvain Corriveau qui a marqué Tommy aime le numéro 11. Fait que je pense que Tommy, t'as pas le choix d'aimer Gallagher. Je l'aime Gallagher, puis j'aimais Koivu avant Gallagher aussi. Allez, j'aimais mauvaise trop réponse, ça. Mauvaise réponse, non. Je suis en plein. J'aimerais ça que m'enlever t'aimes ce plus, soundboard-là. J'aimerais ça, Tommy, que t'aimes plus David Leguan, le numéro 11. Et on s'en va maintenant. L'heure du pire du sport. Avec Alex Harvey, le meilleur du pire du sport. Alex, Oui. On dirait, j'ai l'impression, normalement, qu'on déconne à partir du coin du brochet. Là, on dirait que c'était après l'entrevue. On a déconné tout le jusqu'à la temps. fin du show. Ben, moi, c'est les images de Yannick Gourde, ils m'ont comme donné le goût. Ouais, c'est vrai. Je vais ressortir des rues après. Les bars sont fermés, mais. C'est ça, on salue ta zone rouge, Champlain. Hey, moi, Alex, les règlements les plus bizarres dans le monde du sport. ouais, j'en ai répertorié quelques-uns. Ce sera rapide, mais ce sera très bref et touchant en termes de rire. Je vais prendre mon temps. Alors, je vous commence avec le premier règlement qui se passe dans le monde du golf. Je sais pas si vous le connaissiez, les boys. Le towel fool. C'est la faute de la serviette dans les grandes ligues, entre autres la PGA. On n'a pas le droit de créer de la distraction en déposant une serviette sur le green pour éviter de salir ses pantalons. C'est pas vrai. C'est une vraie règle. Et si c'est le cas, vous êtes disqualifié. Show bye! Parce que ça crée une distraction inutile. Alors ça, c'est le towel fool. Si vous jouez au golf et que vous prenez votre fameuse serviette de golfeur et que vous faites oui, c'est terminé, les amis, pour votre tournoi. Le gars au Master, genre, qui s'en va pour gagner genre 5 millions en bonus en prolongation, puis ma serviette, ils sont comme, ouais, non, mais ça, dans le fond, si je comprends bien, c'est quand les gars, ils se mettent comme, ils se descendent pour aller voir l'horizon. Hein, Exactement, là, exactement, ouais. pour pas salir ses pants. Voilà, tu mets la serviette, c'est non. Surtout que le green est tellement petit que ça me surprendrait qu'il y ait la boîte, ça a tout séché. C'est aussi les surfaces les mieux entretenues du C'est sport. ça, fait que c'est impossible. C'est pratiquement un plancher flottant, là. Puis au pire, tu laves tes pants, tu gagnes des millions. C'est ça. Hein, leurs vêtements, là. Ils payent pas tes Tiger Woods, comment? Mes pants sont sales, de. Faut le faire. Hey, autre règlement. Oui, vas-y. Ben, je disais Tide pour avoir, tu sais, le petit truc en bâton, là. Oui. Le grass Comment dire par dessus, Tide? Tide to go. Cool. Tide to go. Pourquoi pas? Peut-être Tide to go sur votre casquette si vous voulez échapper au tennis et faudra mettre du Tide to go sur votre ego également parce que au tennis, si votre casquette tombe, c'est une perturbation illégale de match et vous êtes disqualifié. Ben voyons. Absolument. Donc, absolument parce que c'est comme attirer l'attention pour rien. Donc, au tennis, votre casquette... pendant le jeu, j'imagine. Vous l'accrochez, c'est pendant le jeu exactement. Évidemment que si c'est avant le jeu et que vous garochez votre casquette par terre, à part avoir une inconduite. Ouais, mais si tu
tu perds ta raquette, puis là, t'as besoin de quelque chose pour taper. Il me semble qu'une casquette, c'est mieux que rien. Hein? Non, oui, mais là, si tu l'échappes, c'est mal attaché de distraction. Tu peux pas ta raquette, je pense. Il faut le faire. Tu changes de sport, OK? C'est une finale de Wimbledon, mettons, t'as comme Roger Federer, il est là. Il fait sa game, il l'échappe, le ref est comme fini! C'est terminé. Perdu, pourri, attache ta casquette. Sur sa grande chaise. Ensuite, dans les derniers règlements, entre autres, au soccer, je savais pas que c'est possible, mais le renvoi préventif, c'est possible que avant même que la game commence, t'as un carton rouge puis que tu sacs ton camp parce que t'as été mal poli ou parce que t'as été pas gentil avec les gens. Sinon, toujours en soccer, si vous enlevez votre t-shirt pour célébrer votre vue, votre but, votre goal, vous enlevez votre maillot, officiellement, vous avez un carton jaune. Et en terminant, ça c'est le plus farfelu de la gang, je pense. En Formule E, en Formule électrique, sur Twitter, si vous avez pendant votre course le plus de partage, il y a une option logicielle dans le véhicule de Formule E qui te permet d'avoir une puissance supplémentaire et on l'active. Fait que si t'as le plus de share, t'es plus performant en Formule E. On dit les influenceurs, c'est quoi? C'est les pilotes, genre? C'est la folie furieuse. C'est la beauté de la Formule 1. Alors voilà, c'était quelques-uns. J'en ferai peut-être un segment 2 parce qu'il y en a tellement des farfelus règlements. Moi, j'aime beaucoup la règle du chandail au soccer. Je sais pas pourquoi. J'aime tout le temps la situation tout le temps où, tu sais, comme t'as Ronaldo, but de malade, puis il s'élève, il est en chest. Puis tous ces gars qui s'élèvent, puis t'as tout le temps le ref qui essaye, parce que les refs sont obligés de comme, faut que le gars voit le carton, genre, quand même. Fait qu'ils sont tout le temps comme, hey, big, il essaie de rentrer tout le temps. T'as pas le droit, là. Ronaldo s'en contrefou comme, bro, I don't give a fuck. Est-ce qu'on aurait un but de malade? J'enlève mon jersey. Ouais, mais j'imagine ça au hockey, mettons, là, t'as un beau but au hockey en échappé, là, pis t'as Drouin qui arrive pis qui patine vers son banc pis qui enlève son chandail des Canadiens. L'arbitre sort un carton jaune. Tu as essayé d'enlever un chandail de hockey en patinant en même temps quand t'as ton stock au complet? Mais c'est ça! Enlève ton plastron, toi, en fait. C'est ça. La seule fois que j'ai vu ça, honnêtement, en fait, il y a 2 fois. Il y a dans le film Slapshot, que comme à la fin, le joueur fait une espèce de comme striptease là, devant la foule. Ah oui! Il enlève son chandail et tout ça. Et l'autre fois que j'ai vu ça, c'était quand Alexander Semin, avec les Capitals de Washington, s'est battu et jouait du drum sur son adversaire dans le dos. Exact. Hey, ça, c'est mon préféré, d'ailleurs. Hey, Alexander Semin, man. Non, mais il a joué, semble-t-il, In the Air Tonight, là. J'ai réécouté ça, là, sur Internet. Alex, de nous avoir fait ce fameux segment, une présentation de Tide to Go, là, pas du tout commandité. Si vous voulez nous commanditer, vous salut. C'est ça. On est rendu au dernier segment de l'émission, le coin du brochet. Avec Tommy Brochu, voici le coin du brochet. Le coin du brochet! Hey Kevin, laisse-moi partir parce que qui dit gros tronc dit Kevin Dupont, tu sais. Honnêtement, je sais même plus comment commencer les segments ou les finir. Fait que Tommy, vas-y. Vas-y. Je recommence, ça me fait trop plaisir. Qui dit gros tronc dit Kevin Dupont. Ok, tu t'es vraiment écrit ça. C'est notre. Puis il est marqué au stylo parce que j'ai pensé au J'adore ça. C'est tellement niaiseux. Alright, gros tronc. Vas-y, là. Ah ouais. Ce sport-là, comme. Ok, bon. Ça part d'un festival au Japon, OK? D'accord! Les Japonais ne sont pas particulièrement reconnus pour avoir de gros troncs. Franchement. C'est vrai. Non, on s'égare. des vrais troncs d'arbres. C'est un festival au Japon qui a lieu tous les 6 ans. C'est le festival Onbashira Matsuri. Et puis, depuis 1200 ans, ça se passe au Japon. Okay. Il y a une étape là-dedans. C'est pas tant le festival qui me fait capoter, ni le sport, en fait. C'est une étape du sport. Ça s'appelle le Yamadashi. Ça veut dire sortir des montagnes. Et puis là, tu sors un méga gros arbre. Un gros tronc. Et puis, c'est 16 sapins d'environ 17 à 19 mètres de haut. Ils vont mourir. Ils vont s'éplucher comme quand tu prends des... Oh mon Dieu, du sel. Pardon? Non, mais tu sais, quand tu prends genre un mortier, là, pis tu essaies de te faire du petit sel avec du gros sel, là. Oui. Ah oui, ça c'est les Japonais en dessous du tronc, ça. Je faisais ça le matin, oui. Comment s'appelle le festival? Le festival s'appelle Onbashira Matsuri. L'étape s'appelle passes, Yamadashi. Moi, si j'avais une marque de moto, je l'appellerais Yamadashi, mais ça, c'est une autre histoire. Oui.
Oh mon Dieu, l'arbitre va mourir. OK, non, mais ils sont vraiment... ils sont... C'est comme la pitoune. C'est comme la pitoune. Mais la pitoune pas attachée. Prends-tu une photo au milieu comme à ronde? Mais pour vrai, ceux qui sont à l'audio et qui se demandent qu'est-ce qui se passe en ce moment, elle fait juste aller voir le visuel. Honnêtement, je pense que c'est le coin du Rocher le plus facile à décrire. C'est un gros tronc, puis ils sont assis dessus. Puis ça descend une côte, puis ça va mal. Hey, mais attends un peu, c'est parce qu'il y en a, là, c'est 7,5 tonnes un arbre comme ça. Mais je comprends. Tu passes en dessous, là, c'est fini. Dans la merde la plus totale. Je revois des images, là. Un tronc, c'est rond, tu sais. Ça roule de l'autre sens aussi. Oui, effectivement. J'en vois, ils embarquent, puis ils commencent à rouler dans les bords. C'est comme, non. Mais, OK, mais comment tu gagnes, mettons? C'est des centaines, voire des milliers de personnes qui coupent les arbres puis qui l'enfourchent pour descendre la côte. En bas de la côte, t'as une petite rivière. Fait qu'après ça, là, c'est pas fini quand t'as descendu à la côte, là, parce qu'il faut que tu traverses le bio de l'autre bord. Non, tu me niaises. Ben oui. Fait que là, les gars, c'est ça, ils prennent le bio, l'amènent de l'autre bord, l'amènent dans un point stratégique, parce que le but de tout ça, là, finalement, c'est de ne pas mourir. remplacer les piliers du grand sanctuaire Shinono Shuwa Taisha. Il y a un but pratique! Il y a un but pratique parce qu'en tout, t'as 16 gros sapins de Noël, quand même, là, qui sont pris. Puis c'est ça, t'as une coupe de bâtisse là-dedans. Je comprends pas trop le but de la chose, mais bref, moi, tout ce que je veux montrer, c'est quelqu'un qui descendait dans une... C'est comme si au Québec, on se faisait une compétition de transporter des poches de sable au printemps quand il y a des inondations. C'est ça. Ouais, sauf qu'il faut que on devrait d'ailleurs... Idée de génie, ouais. Oui! On fait ça. Coupe le stream, on va se faire voler l'idée. mais là, Tom, tu dis que ça existe depuis genre 1000 quelques années. 1200 ans. OK, mais là, j'imagine que c'est pas, ça fait pas 1200 ans qu'ils essaient de construire le temple qui a un nom à coucher dehors. Là. De ce que je comprends, c'est que tous les 6 ans, ils le refont. Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle des rénovations. Non, mais regarde, mais ils doivent le racheter au bout de la 4e année, comme avec Gallagher. Non, mais c'est des architectes patients, là, je veux dire, après 1000 ans, il me semble que t'es comme moi. Il me semble que ma bâtisse devrait être construite, ça fait un petit bout, là. Ouais, mais c'est le temple, là. Fait que c'est pas plus. Ah oui, le temple Yuni Shamato. C'est à Trois-Rivières, ça. C'est l'amphithéâtre que j'ai cours, dans le fond, c'est ça qu'ils essayent de dire depuis tantôt. C'est parce que l'histoire là-dedans, là, je me sens à Occupation Double, il y a comme une twist. C'est que... Capitaine Twist. Tu l'amènes, là, le bio à la place, là, puis un mois plus tard, faut que tu ailles monter à main nue l'affaire de 7,5 tonnes pour qu'il soit debout de même. Ah, faut la coter. Oh my God. Ben oui, puis il faut que les 16 soient montés. Hey, une érection de 6 mois, c'est fou, pareil. Un mois. Quand même. Ben, c'est vrai qu'il faut ériger le temple. Fait que ton terme érection est très bon selon oui, mais voilà. D'accord. Voilà. C'est vrai. Je pensais que t'allais dire que la twist, c'est que tu nous avais inscrits, honnêtement. La twist, c'est que vous avez tous des biens, on part là. En pleine pandémie. On raidé un tronc. Ça a écrasé par 12 tonnes de bois. Wow! C'est l'instant que Champlain passe sa job, ça. J'en fais une. Non, mais. Gab, il y a des érections de 6 mois. C'est un mois, là, c'est ça la job. Kevin! Es-tu juste pratiqué là-bas ou mettons, on peut le pratiquer dans d'autres pays? Ben, j'ai pas vraiment fait la recherche, mais je peux présumer qu'il n'y a pas de grand pays qui le pratique à part ça, c'est le Japon. OK. On a juste un temple au Québec, puis comment t'as dit ça? On a juste un temple au Québec, puis il va très bien. Il est à Trois-Rivières. Oui, le temple. Il va très bien. Il est à Trois-Rivières. C'est le bord de temple, ouais. Non, il y a J.Du aussi, mais là, lui... J.Du. Comment va la poutre? Merci beaucoup, Tommy. Et comme Gabriel Jasmin dit si bien, on peut nous rejoindre où? Écoutez-nous sur Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et sur iHeartRadio. L'Entracte Podcast sportif. Kevin Dupont, dit gros tronc. On se donne un défi la semaine prochaine de finir le podcast comme du monde. Normalement, mettons. Normalement. Je vais le prendre personnel, c'est ma chronique qui est à la fin. Non, t'as ça peut pas être normal après ça. Non, c'est très bon. Là, the fuck. Mais je pense que t'as réussi quand même au défi de la semaine passée. Là, je t'avais dit de trouver un sport qui était quand même crunchy. L'arbre, c'est quand même crunchy comme la personne en dessous du 32 tonnes. Je veux juste vous dire que la semaine prochaine, j'en ai un solide. Ah ouais? Il est prêt d'avant. Pas tant que ça. Je le trouve hot parce que c'est juste vraiment bizarre. OK.
Comment Bon, teaser de c'est- quoi? Encore, c'est pas si Ah, hard. regarde. Soyez pas là, soyez pas là. Merci Champlain, Tommy, Alex Vas-y, et Gab d'avoir été là. Yeah. Merci à vous tous également d'avoir été présents. Et aussi, merci à Yannick Gourde d'avoir été présent avec nous. Puis manquez pas la semaine prochaine, à compter du 21 octobre, on sera en direct sur Facebook à compter de 20h. Et sinon, ben, vous pouvez nous joindre sur Spotify et dans les autres plateformes audio. Je vous souhaite une excellente soirée à la semaine prochaine. Bye, 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 bye. Une production de la boîte de prod.ca.